Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 478 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la draft des bourgeons, notre top 10 des joueurs, des jeunes qui pourraient éclore, voire exploser en 2025. Deuxième édition de cette draft avec Baptiste du NBA Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro de notre draft des bourgeons. On va expliquer tout ce format. Mais pour ça, pour cette deuxième édition de la draft des bourgeons, je reçois quelqu'un qui a mis ses gants, qui a pris sa pioche et sa brouette et il est prêt à jardiner pour ses bourgeons. C'est Baptiste. Comment ça, Baptiste ? Salut Guillaume. Écoute, ça va très bien. Effectivement, j'ai regardé 2 heures de tuto parce que c'est vrai qu'après l'an dernier, je pense que j'avais besoin de cours pour savoir comment on repère un bourgeon. Mais non, ça va très bien, et toi ? Bon, ça va, même si moi, dans la vie, j'ai pas beaucoup d'ennemis, mais les cochenilles, tu vois, ça m'embête vraiment beaucoup. Je sais pas si tu sais ce que c'est les cochenilles, mais ça te tue les plantes d'intérieur, ça empêche les bourgeons, c'est un peu nul, tu vois. Je vois. Quand t'as les plantes intérieures, c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais alors Baptiste, comment ça va ? Baptiste du NBA Dreamcast Show, Baptiste de quoi ? Le projet, le roster, bah, c'est déjà pas mal, hein, je crois. Ouais. Comment ça va ? La saison est bientôt, donc franchement, hâte. Écoute, ça va, franchement, je vais plutôt bien, dans ma vie tout va bien, et je vois que Mike Brown fait Mike Brown fait des sourires en conférence de presse, ça fait longtemps que j'avais pas vu quelque chose comme ça aux Knicks, et bon, après ça reste que de la pré-saison, donc le résultat ça m'intéresse pas, mais voir un peu les styles de jeu et les nouvelles approches, ça me plaît, et celle des Knicks, tu vois, bon, on en reparlera sans doute au moment de la saison régulière, mais j'aime plutôt pas mal les 2-3 petits bribes que j'ai vus, quoi. Parce qu'au moment où on enregistre, hein, je précise, moi on enregistre, il y a encore Karl Anthony Towns qui est au Knicks, il n'y a pas encore Giannis. Je le précise, hein, parce que comme il y a quand même 2-3 jours de décalage et que ça commence à s'agiter là, niveau box. Non mais alors blague à part, Giannis en ce moment c'est la fête, hein, il fait sortir plein d'infos de plein de médias différents. En plus, tu vois, c'est pas un insider, ça sort chez Shams, chez Insider Greg, chez Insider des Knicks, enfin il y a plein de sources qui sortent. Le seul truc, c'est que, ok, il va aller aux Knicks, c'est la seule équipe qui était impliquée, mais je vois pas comment ça va se faire, en fait. Parce que niveau salaire, ok, tu fais du OG Anunoby et du Josh Hart, je crois que ça passe, mais par contre, il n'y a aucun attrait du package. Il y a la force du comment dire, de s'il veut aller que là-bas, quelle autre équipe va faire une offre, entre guillemets. Bon, moi, je pense que quand même des autres équipes vont faire des offres. Mais surtout, je crois qu'à partir de l'été prochain, en fait, les Knicks visent, assez fortement l'été 2026 parce que ils commencent à récupérer des pics qui peuvent de nouveau échanger, vu qu'ils avancent et que les pics sont protégés sur 8 ans, si je dis pas de bêtises. En fait, plus t'avances dans le temps, plus tu récupères des pics. Donc je crois que là ils récupèrent 2 pics avec cet été et l'été prochain, et puis ce sera déjà pas mal. Enfin, j'espère, ce sera déjà pic qu'il y a pas maintenant, quoi. En fait, il y a une limite au niveau année. T'as pas le droit d'échanger trop longtemps dans le futur pour éviter les bêtises qu'il y a déjà eu par le passé. Mais donc, je crois que l'été dernier, tu vois, le pic 2031 avait été débloqué. De suite, il avait été échangé. Pic 2031, c'était le maximum. Et cette année 2032 a été débloquée. Mais du coup, comme tu as déjà échangé le 2031, tu peux pas échanger le 2032. Mais l'été prochain, à la draft, tu pourrais échanger le 2033. Petit à petit, ça se débloque. Mais ouais, non, c'est un peu le cas d'une équipe qui a mis plein de pics sur Mikal Bridges et puis quelques mois plus tard, il y a Giannis qui est sur le marché. Mais bon, ceci est une autre histoire. Bon bref, Baptiste, si tu vas bien, toi et tes Knicks, on verra ça pour la nouvelle saison. Tu reviens sur ce format qu'on a fait l'an dernier, on avait testé avec toi. Le format, c'était en fait, sur le Basket Lab, depuis toujours, j'ai toujours la fameuse All Hipster Team où j'essaie un peu de scouter et de parier sur des joueurs qui sont un peu sous les radars. Donc les critères, c'est des jeunes joueurs, mais pas draftés très haut, pas draftés du tout premier tour, plutôt deuxième tour ou non draftés, on fait des paris là-dessus. Et c'est vrai que j'ai ça depuis toujours sur le Basket Lab et je m'étais dit, c'est dommage parce que je me prive, j'ai envie parfois de parler de joueurs un peu plus sexy, un peu plus jeunes, un peu plus draftés haut, quoi, tu vois. Donc, on a mis en place ce format de la draft des bourgeons. C'est-à-dire, c'est des jeunes aussi, mais on a le droit de piocher chez des premiers tours. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des joueurs qui sont encore jeunes, moins de 25 ans, et qui ne sont pas encore des joueurs
imposés en NBA. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore des gros temps de jeu de plus de 30 minutes par match, pas encore titulaires ou pas encore déjà stars, évidemment. Donc en fait, c'est un peu cette idée de se dire, voilà, pas de restriction au niveau de la draft cette fois-ci. On peut aller piocher n'importe où, on peut même prendre les premiers choix de draft si on veut. Je ne sais pas si tu en auras, mais techniquement, on a le droit. Et puis après, il y a le niveau numéro 3 qu'on avait fait avec FD l'an passé. Je pense qu'on va le refaire cette année aussi, qui vont être les stars, mais ça, c'est pour plus tard. C'est des critères qui sont pas non plus hyper fixes, Baptiste. C'est pas, il y a un côté, bon, il faut pas que les joueurs soient déjà stars ou déjà trop connus, mais on est relativement flexible quand même là-dessus, quoi. Ouais, voilà, je pense que on n'est pas sur les Amen Thompson de ce monde, ni sur les Ariel Porti de ce monde, pour prendre deux joueurs que j'aime bien. Mais non, après c'est vrai que je pense aussi, enfin en tout cas je vais essayer d'être. Je me souviens que l'année dernière je m'étais fermé pas mal de portes parce que ah mais non, mais lui il est trop connu, etc. Il est déjà trop connu, alors qu'en fait je pense qu'à posteriori il passait dans les critères, donc voilà, c'était quand même très 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 cool à faire, et du coup bah je suis prêt pour cette année, quoi. Je pense que notamment un jeune de moins de 25 ans qui est déjà star, normalement quand on dit le nom on le sait qu'il est disqualifié. Si je te dis Wembanyama, ça passe pas, on est d'accord, Wembanyama ne passe pas dans notre draft des bourgeons. Le bourgeon a déjà éclos, on va dire. Pareil pour des mecs comme Chet, pareil pour des mecs comme ça, où quand on dit le nom, ça paraît évident. Si on se pose la question, c'est que peut-être, mais si on se pose pas la question, c'est que définitivement c'est éliminé. Voilà, l'idée c'est de parler un peu de jeunes joueurs, de faire un peu des paris aussi pour la saison à venir. C'est pas que le niveau actuel, on essaie un peu de se projeter, 100% paris, 100% imagination. Avant de passer à la draft, donc on va faire un top 10, donc 5 picks chacun, nos paris pour cette saison. Je te propose de revisiter les picks de l'an passé. Et alors, Baptiste, on va pas se mentir, je crois que je t'ai battu à plat de couture oui. sur la QV de l'an passé, puisque on faisait une draft. Donc, premier choix, tu avais Dyson Daniels, ensuite Deni Avdia de mon côté. Bon, attends, je peux dire tous les tiens. Tu avais Dyson Daniels, RJ Barrett en numéro 3, Keyonte George en numéro 5. En numéro 7, tu m'avais piqué Julian Strawther. En numéro 9, tu avais Mark Williams. Voilà. Moi, de mon côté, j'avais Deni Avdia, j'avais Nikola Jovic, j'avais Amen Thompson, j'avais Peyton Watson et Shaedon Sharpe. Bon, bilan des tiens, Dyson Daniels, je pense que c'est une belle réussite de ton côté. En fait, il s'est passé exactement ce qu'on attendait et ce dont on avait parlé, c'est-à-dire sa saison à la Nouvelle-Orléans, c'était un peu masqué parce qu'il y avait plein de joueurs qui avaient son profil à peu près, donc petit temps de jeu. Et puis là, vu qu'il y avait personne de ce profil à Atlanta, il a complètement explosé, quoi. Donc ouais, réussite carrément. Je suis d'accord. Daniels qui était passé, en fait, il est passé de jeunes très sympathiques qu'on aimait bien, alors qu'il était drafté au top 10 aussi. Il y avait un talent pur de base, mais qui était, tu vois, à 22 minutes par match aux Hawks en 2024, aux Pelicans en 2024, et qui a explosé à plus de 34 minutes par match quasiment à Atlanta en 2025. Donc oui, là, l'éclosion, on l'a eu en effet. RJ Barrett aussi, tu avais là. On est d'accord que les 2-3 mois, la bonne fin de saison à Toronto post-trade de OG Anunoby avait été très intéressant. La saison complète 2025 l'a été un peu moins. Ouais, bah on s'est clairement fait arnaquer là. On s'est fait arnaquer sur. Tu continues de dire alors que non, moi je l'aurais jamais drafté. Tu voulais pas le drafter, ouais. Non mais je me suis fait bien arnaquer. En plus, je sais pas, tout le monde attendait que je prenne Quickly. On est d'accord là-dessus. C'est vrai. Et puis finalement j'ai pris RJ Barrett parce que. En fait, mais c'est marrant parce que je m'attendais vraiment. Enfin, je trouvais vraiment que sa fin de saison à Toronto, elle était réplicable sur une saison complète parce que le rôle était complètement différent. C'était pas, tu vois, il avait pas shooté à 60% à 3 points. Il avait shooté à 39, mais c'était pas que ça. Il y avait aussi dans le jeu une utilisation différente. Ouais. C'est ça. Et là, et puis on est retombé comment tu dis déjà, le carrosse est redevenu citrouille, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Exactement. Non, mais il y avait un peu la fin de saison 2024, il y avait un peu notamment utilisation en poseur d'écran qui roulait au panier, donc des paniers un peu plus faciles, etc.
Et c'est vrai qu'on a un peu perdu ça. Le pourcentage de paniers assistés était à 68% fin de saison du côté de Toronto. C'est redescendu à 57. Donc de nouveau sur ces standards d'Enix d'avant de 54, 54, 52. Voilà, donc beaucoup de pull-up et pas autant de paniers faciles comme on l'avait imaginé. Donc c'est un peu pour ça qu'on explique la rechute d'efficacité comme avant, en fait, malheureusement. Tu avais aussi Keyonte George. Là, c'est peut-être juste que c'est quelqu'un qui est encore jeune, qui n'a pas totalement explosé, mais je veux dire, le dossier n'est pas fini. C'est juste que pour l'instant, c'est encore sur le feu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense quand même qu'il y a une petite déception sur le toucher de balle qui commence à me... Enfin, dans le sens où, moi, ce que j'aimais bien, c'était un toucher de balle où je me disais, ah, c'est peut-être vraiment un excellent toucher de balle. Et en fait, tu vois, le shoot à 3 points reste assez moyen. Enfin, dire, pas mauvais, mais moyen bon, quoi. Enfin, bon, mais pas élite. Et il y a surtout son toucher sur les flotteurs qui reste assez un peu décevant, quoi. Mais oui, ça reste un joueur de 21 ans. Je veux dire, il y a encore de la place pour progresser, tu vois, là pas comparé à RJ Barrett, par exemple. C'est juste qu'il a fait une deuxième année sophomore décevante par rapport aux attentes, peut-être, on peut dire, mais pas décevante par rapport au... Enfin, c'est pas inquiétant, en tout cas, qu'à 21 ans, il ait encore une inefficacité digne des jeunes porteurs de balle, on va dire. Donc, ça a stagné un peu, on peut dire. Le contexte n'est pas top, mais on n'a pas eu encore l'explosion attendue. Tu avais aussi Julian Strouder, que tu m'avais piqué, mais tant pis pour toi, puisqu'il n'a pas explosé comme il aurait dû. Ouais. Bon, pareil que Keyonte George, c'est un peu... Et je pense que, tu vois, c'est un peu le cas d'autres dans cette liste que t'as pris aussi, mais on attend, tu vois, c'est pas une saison où il y a eu on n'est pas descendu du projet, quoi, on n'a pas arrêté le projet, c'est juste que ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait aimé, quoi, surtout pour Strouder, où l'argumentaire c'était quand même il y a quand même une perte de shooting à Denver. Bon, bah Strouder, ça peut y répondre, et au final peut-être un peu moins que prévu, quoi. Mine de rien, il est quand même passé de 10 minutes par match en 2024 à quasiment 22, quoi, tu vois, ou 21. Donc en fait, c'était un joueur qui était un peu gadget, anecdotique, qui est devenu quand même un joueur de rotation. Donc il y a quand même eu une amélioration. Je pense que malheureusement, il a été un peu embêté par des blessures par-ci par-là. Je pense aussi que le shoot n'est pas autant rentré qu'il l'aurait pu. Moi, je reste un peu convaincu que c'est un shooter potentiellement d'élite ou de très haut niveau. Bon, il a fait une saison à 35%, donc c'est un peu décevant. Et non, mais en plus, il a joué pour Mike Malone, le coach militaire qui préférait faire jouer Westbrook, qui peut-être a raison aussi, hein, mais voilà, il y avait aussi une guerre un peu en interne qu'on avait bien documentée entre le GM qui avait les jeunes et le coach qui, pour emmerder le GM, voulait faire jouer les vétérans. Donc voilà, peut-être il s'est retrouvé un peu au milieu de ça, sachant que peut-être lui aussi n'a pas autant progressé. On verra pour l'an prochain, mais lui non plus, on n'abandonne pas le projet. Mark Williams, t'as une anecdote croustillante à nous révéler par rapport à la draft de Mark Williams que tu avais pris l'an passé. Ah ouais, là on était clairement sur le bon, qu'est-ce qu'on prend en dernier, j'ai plus trop d'idées. Et sur ma feuille, j'avais Moussa Diabaté ou Mark Williams. Et donc, bah voilà, j'ai fait le mauvais choix. Et franchement, pour être honnête, Guillaume, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas parce que pour préparer cet épisode, je me souviens que je m'étais refait des matchs et je crois que je dis, waouh, le match contre Atlanta, vraiment, c'est une catastrophe défensivement. Mais je sais même pas ce que j'ai dit. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Ouais, saison un peu décevante, alors pas que le trade. Hein. Le trade a peut-être un peu fichu en l'air la fin de saison, mais même avant le trade, on va pas reparler de Mark Williams. Il est un peu décevant quand même au niveau de la défense, un peu décevant au niveau de l'attaque aussi, mais oui. Non, mais c'est vrai que tu aurais pu juste apparaître hyper intelligent si tu avais drafté Diabaté, tu vois, l'an passé. Après, d'expérience, tu vois, je sais aussi que même quand tu fais des pics géniaux, t'as quand même moins de gens qui viennent te chercher en disant ah oui en fait t'avais hyper raison, alors que en général tu te plantes, les gens ils viennent te chercher en disant t'avais tort. et puis Diabaté je l'avais pas pris parce que en vrai il rentrait pas trop dans les critères, genre je crois que c'est un second tour. Moi je l'aimais bien à Michigan, mais il avait je crois genre 30 matchs NBA avant d'être à Charlotte, quoi, donc c'était un peu enfin on se base quand même sur la NBA avant tout, on va dire. De mon côté, j'avais pris Deni Avdija en choix numéro 2 de cette draft et le premier de mon côté. Bon, c'est un peu un cas ambigu parce que
il avait un peu déjà commencé à progresser à Washington en 2024, mais tout de même, il a quand même bien confirmé en 2025, je trouve, dans une équipe un peu plus compétente, avec un peu plus de ballons de création, avec un peu plus de tout en fait, tu vois. C'est ça que je trouve bien. Donc c'est vrai qu'on partait d'un peu plus haut que des Strouser qui jouaient 10 minutes par match, on est d'accord. Mais plutôt belle réussite, je pense une des plus belles de la liste, hein, avec Dyson Daniels d'ailleurs. Jovic, j'avais pris Jovic en numéro, mon deuxième pick. Jovic, la saison était un peu décevante, je trouve. Alors encore une fois, peut-être par rapport à des standards d'attente qui étaient assez hauts, mais disons qu'en tant que rookie, et rookie sophomore, pardon, il était très sympathique en 23 et en 24. Et là, on s'était dit, en fait, en 24, il avait terminé titulaire quasiment, enfin pas quasiment, il était fini titulaire de Miami. Il avait pris la place de Kevin Love. Il se trouve qu'il l'a plus été en 2025. Alors il joue un peu plus, mais clairement, Kelly Ware lui est passé devant à partir du mois de janvier. Et donc on n'a pas eu autant d'explosions que ce qu'on aurait voulu. Mais bon, c'est une saison solide. Hein. Et il a eu quelques blessures aussi. Il a eu quelques blessures, si je dis pas de bêtises, pardon. Mais oui. Belle saison, mais pas explosion. Amen Thompson est mon troisième pick. Bon, celui-là, pas mal. Ouais. Celui-là, celui-là, tu vois, c'était facile en même temps. C'était une question de critères. C'était est-ce qu'on le rentre? Mais en fait, nous, on en avait déjà parlé tellement toute l'année qu'on l'avait. Bon, je sais pas si on s'était dit qu'on le prenait pas. Mais en tout cas, traduction. Baptiste voulait le prendre, mais il voulait qu'on parle d'autres. Donc voilà, Baptiste a été très noble de me laisser le prendre. C'est un peu ça ce que tu voulais dire. Non, mais la plus belle réussite aussi. Faut le dire en termes de bourgeon qui a explosé. Enfin, il est quand même passé de remplaçant qui a éclos, pardon, oui. Ok, remplaçant, c'est cool, il est titulaire quand il y a pas Şengün, en fait titulaire et limite peut-être pas le titulaire le plus impactant de l'équipe, mais l'un des d'une top 3 équipe de l'Ouest. All Defensive Team, je sais plus laquelle, et 5e au Depoy. Voilà. Et bon, tout ça en passant aussi de 22 minutes par match à 32. Après voilà, il y a un côté talent pur qu'on avait vu, donc c'était un peu une question de temps, j'ai l'impression, de valider ça, quoi. Et il a un peu profité de la blessure de Jabari Smith pour s'insérer dans le line-up et pour ne plus le quitter. Mais ouais, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard pour les joueurs qui vont peut-être exploser encore plus haut. On est dans il rentre dans l'autre équipe désormais. Voilà, il rentre dans le 3e podcast du 3e niveau, encore plus élevé. Mais bon, Amen Thompson, un peu facile, mais belle réussite également. Peyton Watson était aussi mon choix, que j'ai adoré. Peyton Watson, je pense qu'on peut dire que t'adores toujours. Que j'adore toujours, oui, je veux dire, mais c'est quand même une belle réussite, Peyton Watson. Alors, il y a toujours un peu les limites qu'on connaît de shoot et d'attaque, mais il a quand même confirmé un peu son rôle défensif de quasiment superstar quand il joue, quoi. Ouais, franchement, ça c'est presque. Je sais pas comment, enfin, si je sais comment le dire, mais je suis toujours un peu frustré à Denver qu'il y ait Aaron Gordon devant lui, quoi. Parce que je me dis, mais je me demande s'il pourrait pas, il a combien de minutes l'an passé? 24 minutes. Je me demande si, en fait, secrètement, t'as pas un joueur qui peut faire 28, 29 minutes dans peut-être un autre contexte aussi, quoi. Tellement il est impactant défensivement, je veux dire. Un des meilleurs protecteurs de panier de NBA, parmi les non-bigs, on va dire. Et même, je pense qu'il est au-dessus de certains bigs. Je vais pas taper sur Mark Williams, hein, par exemple, mais voilà, pour moi, il est un peu catégorie Jalen Williams, ou pas loin, tu vois. J'ai un peu envie de dire, c'est le Robert Covington des années 2020, tu vois. C'est-à-dire que Covington, la défense on ball était sympathique, pas mal, parfois bonne ou très bonne, ok, mais c'est surtout l'apport de défense off ball qui était fabuleux. Après Covington, il y avait quand même un petit shoot à un moment donné de sa carrière. Il n'a pas eu tout le temps au volume. Et Peyton Watson, tu parles de remplacer Gordon, peut-être ce sera ça à terme. Après, il y a quand même des différences un peu notables de spacing, même si moi, c'est pas trop ça la valeur de Gordon, mais un peu quand même. Et tout ce qui est un peu finition au niveau du panier aussi. Tu vois, quand tu mets un peu Watson dans le dunker spot, il y a la longueur de bras, il y a la taille pour finir, mais il n'y a pas l'explosivité, il n'y a pas le côté cassage de bouche de Aaron Gordon qui peut aller prendre des lancers francs, etc. quoi. Donc ça fait aussi partie de l'identité de Denver. Mais ok, donc Watson plutôt réussite, je pense, on peut le dire. Et Shaedon Sharpe aussi, qui est plutôt pas mal. Je sais plus si c'est avec toi qu'on a fait le bilan de Portland cette année ou l'an passé. Exactement. Oui. Et pour ne rien te cacher, Shaedon Sharpe, c'était un des noms où je m'étais dit cette année il serait intéressant jusqu'à que je me rappelle qu'il était l'année dernière, quoi. Ouais. Parce que ça rend le pic de l'an dernier encore plus fort, parce que il y a eu une vraie progression cette année qui fait que
t'as peut-être une explosion vraiment, encore une fois, un peu à la Amen Thompson, où il va passer dans l'équipe au-dessus, quoi. Bah, il a fait 30 matchs à peine en 2024. Là, il en a fait 72. C'est bien, sur plus de 38 minutes par match, pour le coup. Et ce qu'on avait dit aussi, à côté, quand on a fait le bilan de Portland, c'était l'aspect de. En fait, il est efficace. Il y a un peu cette image de. Ouais, c'est un créateur dans le vide, quoi. C'est un scoreur dans le vide, comme un peu. Comme souvent, le biais de stéréotypage pour ce genre de scoreur un peu dans des équipes nulles. On dit, ouais, c'est pas efficace. Alors, c'est pas génial encore. On est encore un peu en dessous de la moyenne. Il y a quand même un peu dans toutes les zones du terrain des trucs très cool. Je crois qu'en drive, il est largement plus efficace que la moyenne. Je crois qu'en 3 points ou en jump shot, sur les longs tirs de points, il me semble que c'est aussi pas mal. Alors, non, pas 3 points, mais le long tir de points, je crois que c'est pas mal. Le problème, c'est la répartition des tirs pour l'instant et le profil de tir, quoi. Mais j'ai bon espoir qu'il nous fasse un jour une Tyler Hero, tu vois, qui été un peu efficace dans toutes les zones et qui a réorganisé son jeu en 2025 un peu plus de manière analytique, comme on dit. Et finalement, il est devenu efficace en étant. Voilà. Mais non, mais j'aime bien Shaedon Sharpe, ouais. Je pense qu'on peut encore faire plus. C'est ça. Mais voilà. J'aimais beaucoup la comparaison avec Tyler Hero. D'ailleurs, vu qu'on parle de ça, c'est peut-être la bonne maintenant l'occasion de le dire. On s'est fixé comme règle, de ne plus drafter les joueurs qu'on a déjà draftés. On est d'accord. Donc les Strauser, on peut pas les redrafter. Les Shaedon Sharpe, on ne peut pas les redrafter. Donc voilà, les noms qu'on a déjà égrenés, soit c'est des réussites et donc c'est déjà éliminé. Amen Thompson, Denny Avdia, Dyson Daniels. Soit c'est encore à voir pour l'an prochain, pour les années prochaines. Soit sinon c'est un peu des échecs et on les redrafte plus. Mais voilà, pas le droit de redrafter. Et donc avec ça, je peux te lancer avec le premier pick de cette draft des Bourgeons 2025. Tu es mon invité, je te laisse le first pick. Qui sélectionnes-tu en first pick de cette draft des Bourgeons 2025 ? Quelle pression. J'ai pas d'ordre je pense que lui va bon, bref, voilà. Mais j'ai envie de prendre lui en premier. Je sais pas pourquoi, c'est le premier nom qui m'est un peu venu à l'esprit. Je pense que je sais à qui tu penses. Ah ouais ? Vas-y. Ça me surprendrait, mais ok. C'est Kelly Loer. Ah, je pensais pas à lui, mais ok. Je l'avais aussi sur ma liste. Je pensais pas à lui. Kelly Loer, du coup, qui est intérieur de Miami, 15e pick de la draft 2024. Donc, c'est un sophomore. Et il a joué 60 matchs sur sa saison rookie, et comme tu l'as dit, il est un peu devenu titulaire, puisqu'il a joué 36 matchs titulaires. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, déjà c'est le profil physique, parce qu'il fait 7 pieds et il est extrêmement long. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est le côté déjà menace de lob qui est assez dingue, vraiment il a ce côté très aérien et qui est finalement aussi assez complémentaire de Bama Adebayo. Et ce que je trouve intéressant aussi en attaque, c'est que il a pas mal de touchés, en tout cas près du cercle, même sur des push shots ou des choses comme ça. Et il y a parfois un peu s'il reçoit pas la balle sur le lob directement, il est pas inutile, parce que il peut peut-être juste poser un dribble, se créer un petit hook shot et finir quand même. Et puis ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a l'aspect défensif que moi j'aime bien, qui est pas parfait parce qu'il est très frêle, et du coup parfois sur des pick and roll, il se fait un peu Gortat screené il se fait un peu Gortat screené où il peut se faire un peu rentrer dedans au contact, mais sur du off ball, je trouve qu'il a vraiment de très bons instincts au contre quand il le met un peu en low man, quoi, en joueur sur la ligne de fond. Et donc en fait ça fait un cocktail où je me dis son gros problème sur la saison rookie, c'est aussi parfois il y a des rookie mistakes, des pertes de balles, des choses comme ça, mais c'est surtout aussi le coffre, je trouve, le rendement au sein d'un même match où il a du mal à encaisser des temps de jeu trop longs. Ça, je me dis, sa condition physique, elle va évoluer, et surtout je trouve que je suis pas le hit de très très près, mais je me suis pas mal refait leur saison et je me suis pas mal intéressé au sujet récemment, et je trouve que Spoelstra et toute l'organisation du hit, et c'est peut-être un argument bidon, mais parle énormément de lui et lui fait extrêmement confiance. Donc voilà. Et je sais que le fantasme avec lui, c'est qu'il tire à 3 points aussi, quoi. Mais bon, ça, je suis pas sûr que ça arrive tout de suite. Alors c'est marrant quand tu dis ça, parce que on avait des retours des fans de Miami qui racontaient que la franchise parlait beaucoup de lui, mais pas toujours qu'en bien. Je crois qu'il s'était fait un peu sermonner pendant la Summer League par Spoelstra, qui disait il faut qu'il joue un peu plus dur, il faut que voilà, quoi. Donc mais après je comprends, il y a un côté
le projet est hyper intéressant parce que dans l'idée, dans la théorie, si la théorie se confirme, on a un peu un big qui est totalement compatible avec Bam, parce que tu parlais de l'aspect de pick and roll et finition au panier. Bon, j'aime bien les centimètres. Je trouve qu'il n'y a pas autant de pop et de verticalité, d'explosivité pure que d'autres, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est tellement grand et long que ça comble un peu le. Tu vois, c'est un peu comme Luc Cornet, pour prendre un peu une analogie. Luc Cornet n'est pas hyper explosif. En fait, il est tellement grand et long que c'est quand même un très bon finisseur aérien au panier. Mais non, mais en plus, par rapport à l'évolution physique, offensive plutôt, je crois que à la fac de Indiana, notamment, je crois qu'il a fait 2 facs, il me semble. Ouais, il a fait 2 facs, ouais. Plutôt un gros talent et qui avait aussi un peu parfois ce côté post-up en université. Donc, il y a quand même un bagage, c'est un peu plus cohérent, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un genre Clint Capella ou un mec comme ça, en fait, qui a toujours été un peu un catch and finish et ainsi de suite. Il y a quand même un peu ce bagage de post bas et donc certains moves et donc un peu de toucher de balle aussi. C'est ce qui fait que je pense que c'est vrai qu'on pourrait avoir totalement à terme un attaquant hyper intéressant et pas que à terme. Je pense que potentiellement dès l'an prochain, t'as un mec qui peut un peu shooter pas mal du tout, qui peut rouler au panier sans doute de manière plus verticale que Bam, qui est sympathique mais qui est un peu plus petit aussi. Donc ouais, c'est hyper sympa. Et puis la défense aussi. Défense, potentiellement, tu peux avoir un mec qui protège le panier et qui est mine de rien assez mobile en même temps. Ouais. Il a vraiment ce côté où je vais pas dire à la Wemby, mais je vais dire à la Wemby, mais où il couvre beaucoup de terrain assez rapidement parce qu'il est mobile et il est extrêmement long, quoi. Et je trouve que ça se voit pas mal quand même sur ces contres où en fait il peut être pas hors de position mais pas idéalement placé et quand même surgir et venir au contre avec un plutôt bon timing. Et je crois que bon, ça a un peu baissé avec la saison, mais il finit quand même avec 2,5 de block percentage. C'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Oui, et je crois que en plus il fait la deuxième partie d'année titulaire à plutôt plus gros temps de jeu que ses moyennes de saison, quoi. Tu vois, je crois que il a 22 minutes par match sur l'ensemble de la saison, mais parce qu'il jouait assez peu au début et qu'au final il finit titulaire avec des gros minutages. Donc ouais, c'est quand même très cool. Et en plus, t'as ce côté où cette dynamique de statut, on va dire, encourage à dire que bon, il avait gagné sa place et pour l'an prochain, c'est un peu un pic facile, quoi, j'ai envie de dire, en termes d'explosion. Est-ce que tu veux parier sur usage à venir? Est-ce que tu veux parier sur efficacité à venir ou non, tu ne fais pas cette erreur, on laisse la porte ouverte? Non, moi je pense qu'il va être très efficace. Je pense que là, il est à 1,20 points par tir cette année. Je pense que cette année, il peut aller un peu plus haut parce que les progrès un peu de lui. Et puis je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant à Miami, c'est qu'ils ont un nombre de bons passeurs et de bons porteurs de balles sans en avoir aucun élite, mais qui est assez impressionnant, tu vois. Entre Tyler Hero, Jovic, Pelle Larsson, comment il s'appelle, Kaspar Siakushionis, etc. Ça fait quand même du monde pour lui donner des paniers faciles, quoi. Ça fait du monde pour lui donner des paniers faciles, mais voilà. Donc je pense qu'il va garder à peu près le même usage, mais un peu augmenter son efficacité. Très bien. Donc Kelly Ware, le choix numéro 1, et donc c'est à moi. Avec le pick numéro 2, eh bien... Alors je suis un peu embêté parce qu'il y a des joueurs. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop connu? Est-ce qu'il n'est pas déjà un peu trop star? Je ne vais pas aller sur lui pour l'instant. Je vais te piquer Rich Shepard. Est-ce que tu m'en veux ou pas? Oh, waouh. Ok, non, pas du tout. Non, tu l'as pas du tout. En fait, je savais pas. Je savais pas parce que c'était un peu. C'est risqué. Est-ce que c'était pas, ouais, ou est-ce que c'était pas un peu triché parce que si je me base juste sur son année rookie, il y avait quand même pas grand-chose. Mais j'adore. Ah non, mais c'est pour l'an prochain d'exploser. Après, je suis assez confiant là-dessus parce que je me dis, blessure de Van Vliet, tu vois, j'aurais peut-être pas pris Rich Shepard il y a 2 semaines, en vrai. Ouais. Il y a 3 semaines, je sais plus quand il s'est blessé. Ouais. Mais là, je me dis, soit il aura plein de ballons, parce qu'il faut bien quelqu'un ait un peu plus de ballons, donc il va rentrer dans la rotation. Lui qui était à peine à 12 minutes par match l'an passé, et 12 minutes sur 52 matchs, donc il jouait même pas tout le temps, il est passé en D-League aussi. Il était pas mal en D-League du tout, il me semble. Mais voilà, donc pardon, je reprécise. Donc Rich Shepard, qui était 21 ans, qui était le 3e pick, je crois, de la draft 2024, du côté des Rockets, en arrière, de Kentucky. On va redétailler le profil, mais tu vois, je me dis, soit il joue parce qu'il y a plein de ballons à donner, il va les prendre au moins un peu. Et donc il va un peu éclore, oui. Le bourgeon va enfin un peu éclore, après une année rookie où il n'a pas joué parce que les attentes défensives étaient trop hautes pour lui apparemment. Soit sinon, il va être échangé.
et que Derrick White va débarquer à Houston et que à Boston il y aura plein de ballons et qu'il pourra les prendre. Ou tu vois, mais en fait dans les deux cas, je pense que donc c'est win-win quoi. Bah, j'ai un peu l'impression, soit il est un peu forcé de prendre des ballons et tant mieux pour lui à Houston, soit sinon c'est un peu la pièce centrale d'un trade à mon avis, parce que tu veux remplacer Van Vliet, le package c'est Van Vliet pour le gros contrat de 25 millions plus Rich Shepard pour l'attrait de l'échange, et tu vas chercher un Derrick White, tu vas chercher un mec comme ça avec des pics en plus, je veux dire, mais et du coup peut-être qu'il pourra avoir plus de ballons ailleurs. Mais ouais, du coup j'aurais pas fait ce choix-là encore une fois il y a un mois, parce que en l'état l'effectif des Rockets m'avait l'air blindé et donc pas fait pour lui. Mais bon, après, je sais pas si c'est triché, mais c'est vrai que le talent pur, il n'a pas changé depuis 12 mois, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore le mec qui était drafté 3e. Alors, 3e du draft un peu plus faible, on est d'accord. Peut-être qu'il aurait été 10e du draft un peu normal. Mais en fait, il y a un tel niveau de shoot, j'ai l'impression, et de dynamisme surtout. Ça qui me plaît. Je crois qu'on avait parlé un peu de Con Knuppel aussi, qui a été drafté cette année. Je trouve qu'il y a un peu une différence de dynamisme entre les deux. Lui, il est quand même beaucoup plus vif, beaucoup plus... je sais pas, il m'a l'air plus créateur de décalage, genre plus petit aussi, peut-être. Mais j'aime beaucoup ce niveau de shoot et la défense aussi, tu peux en parler. Il y a un côté où il est certes un peu limité physiquement, mais il y a des instincts pour le jeu qui sont qui en tout cas à la fac étaient assez extraordinaires. Oui. C'est ça qui faisait aussi que c'était un joueur assez particulier, parce que il avait un steal percentage et même un block percentage, parce que c'est pas des contres spectaculaires, chase down block, etc. Mais c'est des contres. C'est marrant, mais c'est un peu à la Van Vliet, où en fait il tape le ballon pendant que le joueur prépare sa mécanique de tir, pendant que son adversaire monte le ballon. Et lui, il avait un sens du timing là-dessus et sur les lignes de passe qui est assez exceptionnel, quoi, qui est vraiment assez exceptionnel. Donc ouais. Et puis en plus, il y a un truc qui va dans ton sens, mais je crois que sur la pré-saison, alors je sais que c'est que la pré-saison, mais il joue avec les titulaires. Ah ouais. Je crois. Donc voilà. Après, je m'attends pas à ce qu'il joue forcément titulaire, mais tu vois, ne serait-ce que passer de mec de bout de banc à d'un coup 20 minutes par match ou 25 minutes par match, je pense que ce sera déjà une première éclosion plutôt sympathique. Donc ça, plus le fait que si le shoot se confirme, et c'est un peu l'intérêt du profil aussi, catch and shoot, mais aussi pull-up, etc., il y a un côté où les Rockets ont tellement besoin de shoot et aussi tellement besoin d'un porteur de balle un peu classique, parce que Durant est là, mais Durant c'est pas un mec de pick and roll. Amen Thompson est là, mais Amen Thompson n'a pas le pull-up sur pick and roll, donc c'est aussi des configurations un peu plus un peu différentes. Tu vois, c'est aussi pour ça que Jalen Green avait autant de ballons l'an dernier, alors qu'il était un peu imparfait, je pense. C'est aussi pour ça que Van Vliet était à ce point important. C'est pas la Rolls-Royce des porteurs de balle, Van Vliet, mais il y avait un peu ce côté de un pick and roll avec un mec à une menace de pull-up, donc ça peut un peu attirer des défenses un peu haut, passer par-dessus, etc. Je me dis, potentiellement, on pourra avoir un Rich Shepard qui éclot. Exploser à plus haut niveau, peut-être. Je pense qu'il y a 2% de chance. C'est pas le plus probable. Mais éclore au moins, en tout cas, ça me paraît être un bon pari. Donc, je parie sur Rich Shepard et son attaque à ce point importante. Dans le contexte des Rockets. C'est mon deuxième choix. Ok. Tu pensais que j'allais le prendre en 1 ? Ouais, en vrai, oui. Je me suis dit, le format est parfait, c'est le petit protégé de Baptiste. il va vouloir le prendre, c'est sûr, quoi. Ouais, je l'avais, mais je sais même pas si je l'aurais pris. Je sais pas. Dans la shortlist, en tout cas, il était. Il était dans la shortlist, ouais. Très bien. Et donc, je peux te lancer avec le 3e pick de cette draft des Bourgeons 2025. Baptiste, tu sélectionnes. Eh ben, je vais aller sur un joueur que j'apprécie pas forcément. Et donc c'est là où l'erreur se fait, hein. C'est le Mark Williams de cette année, mais c'est Cam Whitmore. Oh, je le voulais lui. Je te le vole. Ouais, tu me le voles. Ah ouais, c'est Cam Whitmore parce que donc Cam Whitmore qui est 20e choix de la draft 2023, donc il a déjà fait 2 saisons en NBA. Et qui était à Villanova et qui avait eu en gros un peu un dossier médical qu'il avait fait complètement chuter déjà au moment de la draft, ou 1 mois avant la draft, il était projeté jamais en dehors du top 10, quoi. Jamais en dehors du top 10. Et du coup, c'est un gros prospect là-dessus. Et il y a un peu ce truc de
Il y a eu besoin de petits moves financiers à Houston. Houston se met en mode win now. Et donc, bon, on en tire le peu de valeur qu'on peut. Donc, je crois que c'est un second tour de draft à Washington. Mais du coup, bah, il va passer de Houston à Washington. Et donc, il va être dans un contexte où, normalement, au moins, on va le tester, quoi. Au moins, on va le tester un peu plus qu'à Houston, où c'était un peu des bouts de match, voilà, 15 minutes par match, par-ci, par-là, du garbage time. Et Cam Whitmore, là où la théorie est quand même cool et pourquoi il y a quand même beaucoup de hype, ou pourquoi c'était un lycéen très, très hypé, et même sur sa saison sophomore, il a montré des trucs intéressants, c'est parce qu'il a un bon niveau de shoot, et il a un physique qui est assez impressionnant, on va dire, il est très très costaud, très musculeux, avec plutôt vif. Alors le dribble est pas génial, mais il y a ce côté vraiment de slasher, quoi, de slasher après un premier décalage, où il y a un peu ce côté combinaison de physique et de toucher de balle, quoi, j'ai envie de dire, ouais, qui est assez intéressante et qui me donne envie un peu de parier dessus, quoi. Ouais, bah clairement tu me le piques, c'est un de mes pics, un de mes choix favoris pour cette draft. Ouais. J'avoue que on peut commencer par la base. Je n'étais pas fan du tout à l'origine de son année rookie. La progression défensive pour moi est assez presque, je dirais, spectaculaire. Tu vois, quand tu te refais un peu des matchs des Rockets, même sur des gros chocs tactiques, finalement défensivement ça tenait, quoi. Et alors qu'en année rookie, on avait parlé dans l'hebdo assez longuement, il y a des séquences où il s'endort, il y a des séquences où on lui dit fais la rotation, il la fait pas, ou des trucs un peu gaguesques en défense off-ball notamment. Et ça a été largement corrigé. J'ai aussi des séquences de protection de panier assez impressionnantes, hein, des flashs parfois. C'est des flashs, hein. On est d'accord, c'est pas encore 4 protections de panier par match, mais c'est quand même des flashs intéressants. Et je me dis, ok, il y a des vrais progrès. Ça recoupe en plus avec l'aspect de, tu vois, c'est pas le premier, quoi, qui progresse avec Udoka. Donc de Jabari Smith, Jalen Green, il y a Cam Whitmore, il y a Alperen Sengun aussi qui a continué de progresser avec Udoka. Donc ça me rassure aussi sur le fait que bon, c'est pas une impression visuelle fausse, quoi. Tu vois, je me dis ça se recoupe avec les autres. Donc c'est aussi ce que j'aime bien, c'est que il y a au moins l'assurance de ok, la défense est cool ou peut être cool, donc en fait on peut avoir un profil qui est viable déjà, alors que ma crainte c'était un peu le côté, tu vois, le scoreur plus ou moins efficace mais qui en fait s'en fiche un peu de la défense, qui allait être nul en défense, et donc en fait il pourrait exister dans des équipes nulles mais il pourrait jamais être trop précieux, trop valuable pour le coup. Et donc là pour moi c'est un peu la base, cette nouvelle défense, cette défense assez potable. Et c'est bien parce qu'il a que 20 ans. Enfin, il a 21, mais c'était son année des 20 ans. Donc, tu vois, acquérir ça dès, entre guillemets, le plus jeune âge, pour moi, c'est aussi un peu rassurant, quoi, pour le coup. Et puis après, il y a le talent offensif, mais peut-être que tu ne me rejoins pas à ce point, non, sur la défense de Whitmore. Ouais, enfin, je suis d'accord qu'il y a ce côté, et d'ailleurs, il y a ce côté, pardon, mais rotation qui est bien meilleur off-ball. Mais je trouve qu'il est quand même aussi, enfin, j'ai des souvenirs aussi d'utiliser plus on-ball, quoi, où il est presque plus utile avec son physique. Mais oui, c'est vrai que ça le rend peut-être plus viable. Mais en fait, en tout cas, peut-être que je suis un peu moins chaud. Mais c'est surtout, je pense, l'explosion là où on l'attend. Enfin, là où on peut l'espérer, ou en tout cas l'éclosion, c'est peut-être plus sur un niveau un peu plus offensif, parce que j'ai du mal à le projeter, quoi qu'il arrive, dans un niveau défense transcendante, tu vois. Ah oui, non, bien sûr. Non, mais c'est un peu le côté. Au moins, c'est pas un mec d'équipe nulle qui fait rien, quoi. La viabilité m'intéresse. Après, là où je l'aurais aussi drafté, c'est pas tant pour la défense pour cette année, c'est pour les qualités offensives, mais surtout pour. En fait, il va avoir plus de ballons à Washington. Donc, on sait pas sur qui ça va tomber, mais il va y avoir un ou deux mecs de Washington comme ça qui va avoir beaucoup de ballons et en profiter et saisir l'opportunité au bon, hein, finalement. Et je me dis, ça peut être Cam Whitmore parce qu'il y a cet historique de base de création de haut niveau. Je crois que c'est un top lycéen, non, t'as dit, il me semble, j'ai plus exactement en tête. Ouais, c'est un gros lycéen, ouais, avant d'aller à Villanova. Il était 12e meilleur lycéen du pays sur les fameux classements de lycéens, 12e. Donc voilà, on est sur l'élite de l'élite de l'élite. D'ailleurs, il y a peut-être du monde qu'on va prendre autour. Je viens de regarder, mais voilà, tu vois qu'Al Elwer était 7e ou 6e de cette cuvée de lycéen 2022. Mais bref, donc il y a un peu cet historique de création star en lycée. Alors ça va peut-être pas se transposer, mais mine de rien, on les a quand même vus, les flashs, hein, à Houston. Le problème, c'était juste la densité de l'effectif. Et même les Rockets sont quand même bien gentils de non seulement s'en séparer, parce que, bon, je comprends, tu joues un peu le court terme,
Moi, j'adore un Jason Tate, mais je pense que j'aurais plutôt fait le choix de garder Cap Whitmore, pour le coup, ou même Jeff Green. Hein. Pourquoi? Parce que, à la limite, tu gardes Jason Tate, mais tu gardes Jeff Green aussi. Tu gardes, pardon, Cam Whitmore plutôt que prendre Jeff Green pour une année de plus. Mais ça, c'est premièrement. Et puis, deuxièmement, de l'envoyer à Washington, où le prix était assez ridicule, mais ils lui ont fait un peu cette fleur de dire, bon, on t'envoie dans une équipe où tu auras beaucoup de ballons. Et c'est Ouais, cool. pour lui, c'est cool, quoi. Ben ouais, parce que. Mais en même temps, tu vois, j'aurais bien vu aussi un Boston, j'aurais bien vu une équipe un peu plus compétitive aller le chercher pour le mettre un peu en couveuse. Mais là, ça va pas être le cas. En tout cas, j'espère qu'il aura plein de ballons. Je sais pas ce que t'en penses. Je crois que j'ai jamais vu un joueur ressembler autant à Jaylen Brown. Et non, mais. Ah oui, oui, oui. Parce Ah non, que. mais vraiment. Pour le coup, on a vraiment ce côté ailier de 6-7, 6-8, je crois. Non, il est pas aussi grand, Brown, mais il doit être à 6-7 Cam Whitmore, qui a pas de passing, ça l'intéresse pas de passer, qui en défense va plutôt être on-ball que off-ball, mais bon, à la limite, mettons ça de côté, qui a un peu un drive, qui potentiellement pourrait développer un petit jump shot sympathique, mais de base, tu vois, le toucher est pas trop là. Jaylen Brown n'a jamais eu un toucher fabuleux, et Cam Whitmore, c'est pareil. Tu regardes un peu les pourcentages lancés francs. Ouais. L'indicateur lancé franc, qui est un bon indicateur sur le jump shot en général, parce que corrélation, c'est corrélé au jump shot, mais bref, 70% en carrière. En fait, pour moi, il ressemble, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Jaylen Brown de 19, 20, 21 ans, quoi, qu'on a vu à Boston, et qui, je le rappelle, avant son explosion en 2020, c'est sympathique parce que c'est jeune, c'est pas tout le temps valuable, hein, le Jaylen Brown de tout début de carrière, il y a aussi beaucoup de déchets, etc. Et je parle de ça parce que, tu vois, je pense pas que Cam Whitmore pourrait exploser en NBA en mode, ah bah tiens, d'un coup, il obtient un passing de folie, d'un coup, il va devenir un méga jump shooter. Non, je pense que le modèle Jaylen Brown peut être aussi hyper intéressant à suivre. Dans ce côté, t'as des limitations, mais tu peux aussi développer des forces hyper intéressantes qui te mènent à un niveau All-Star. Donc ce côté création, création pure, et puis drive, et puis un peu de jump shot aussi, au moins à mi-distance. Donc j'ai vraiment, les similarités me semblent assez immenses, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je trouve que, tu vois, même dans la forme du jump shot, Oui. c'est presque troublant, quoi. C'est des mécaniques qui sont pas ultra rapides, etc., etc. Mais du coup, ouais, au final, tu vois, s'il fait une carrière comme ça, c'est quand même cool, quoi. Et je trouve que il y a vraiment ce côté avec lui, ou en tout cas, j'ai hâte de le voir à Washington aussi, d'un point de vue un peu tactique. Parce que Washington, moi, c'est une des équipes nulles que j'aime bien regarder, parce que en fait, souvent il y a pas beaucoup, enfin il y a souvent beaucoup de sorties d'écran, etc., de sorties à deux écrans, de stagger, etc. Et je trouve que pour lui, c'est pas si mal, quoi. Les flashs de Bilal Coulibaly les plus intéressants, c'est quand on le met un peu en mouvement et sur des zoom action, des choses comme ça. Et je me dis, tu vois, là où Jaylen Brown, c'est un peu devenu une caricature de je joue de l'ISO, etc., etc. Bah, si tu peux avoir une version de Jaylen Brown, mais que tu mets beaucoup plus en mouvement qu'à Boston, bah, je pense que ça peut être cool aussi, quoi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, le combo talent pur, jeunesse, opportunité à Washington, c'est un très beau pic. C'est un très beau pic, je l'aurais fait. Donc, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, c'est à moi, avec le choix numéro 4 de cette draft des Bourgeons 2025. Quel bourgeon va éclore? Bon, allez, tant pis. J'y vais, Baptiste. Tu pourras me jeter des pierres. Je vais prendre Stephen Castle. Et en même temps, je te laisse la parole directement. Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'on n'est pas déjà trop sur un... Parce que j'ai quand même aussi argumenté qu'il était un joueur top 100 dans le top 100 qu'on vient de faire. Et je pense qu'il y a des passages où il était quand même hyper cool. Je sais pas, je te laisse être le procureur d'entrée de jeu, ou tu veux que je développe un peu sur, sur le cas de Castle? Non, bah écoute, non, je te le laisse volontiers. Si on avait mis même Amen Thompson, je te le laisse. Et puis c'est quand même intéressant parce que tu l'aimes beaucoup, et donc en fait ça veut dire que tu le vois encore plus éclore que l'an passé, parce que c'est quand même intéressant, quoi. Donc tu le vois avoir une encore plus grande progression par rapport à l'année dernière, quoi. C'est le pari, en tout cas. C'est le pari. Non, mais tu vois, je regarde un peu la draft de l'an passé. On a pris du RJ Barrett, qui avait déjà fait 3-4 saisons titulaires chez les Knicks, parfois en playoff. On avait pris Deni Avdia, qui était gros minutage. Je me dis, allez, tant pis, on peut franchir le pas. Et surtout que donc, sur la saison entière, il est à 27 minutes de jeu par match. 27, un peu moins de 27. Castle, donc tu vois, on n'est pas non plus encore sur la méga star, je me dis. Donc ça peut être intéressant. Après, cela dit, le cas est un peu compliqué, parce que
et une deuxième partie de saison où il a plus de ballons et il a déjà un plus gros volume. Mais il y a aussi le fait que, je sais pas ce que t'en penses, et indépendamment de à quel point j'aime beaucoup le joueur, mais est-ce qu'il aura la place d'éclore aux Spurs, tu vois? une fois que tu contournes un peu le problème de est-ce qu'il est déjà star ou pas star, je pense qu'il l'est pas, donc je me suis permis de le prendre. Mais ensuite, il y a le deuxième obstacle, même si tu l'aimes bien, il y a De'Aaron Fox, il y a Harper aussi, Dylan Harper qui est drafté numéro 2, donc qui va avoir un gros statut. Il y a, qui c'est que j'oublie aussi, Devin Vassell. Enfin, les lignes arrière sont quand même assez remplies. Donc le choix est assez risqué parce que même si j'aime bien le joueur, tu vois, déjà il faut que lui soit aussi bon que je l'imagine, mais il y a aussi la question d'opportunité en fait. Ouais, je suis d'accord que l'opportunité est pas méga évidente. Est pas méga évidente, surtout que les joueurs avec qui il est en concurrence lui ressemblent un petit peu, dans le côté où, bon, pour l'instant, c'est pas des méga shooters, quoi. C'est avant tout des drivers et pas des méga shooters, donc t'as pas ce côté où tu peux exister avec trois joueurs qui vont t'apporter du spacing et tu vois, qui se relaient un peu les trois porteurs de balles. Donc il y a un peu de ça qui se met déjà un peu sur sa route. Et il y a aussi le côté où moi ce que j'ai peur, c'est que on a vu quoi, 4 matchs de De'Aaron Fox et Victor Wembanyama, un truc comme ça. Et je me dis que s'ils ont lâché des assets ou s'ils l'ont fait venir, ils ont quand même au moins envie de tester l'association De'Aaron Fox Victor Wembanyama le plus possible. Donc ça risque d'être lui qui en pâtit directement dans le 5 majeur, quoi, sur son utilisation en tout cas. Peut-être qu'il aura les minutes, mais j'avoue que l'utilisation c'est pas garanti, quoi. Je t'avoue que pour moi, il y a aussi dans le scénario, je le pique parce qu'il y a aussi un scénario où il fait du 35% d'usage à Milwaukee à partir du mois de janvier dans le trade de Giannis, tu vois. Je me dis bon, peut-être. Non mais alors moi j'aime beaucoup le côté passing surtout. C'est vraiment un truc assez hyper cool chez lui, je trouve, le côté créateur avec des lectures très avancées en termes de pick and roll, notamment en termes de driving kick, et puis un côté connecteur aussi qui est hyper intelligent. Mais vraiment, bon, tu sais, je fais un peu des 30 Wemby en 30 jours, là, des cortiquages de matchs de Wemby année sophomore. Et en fait, à chaque fois que je le vois, je dis, mais en fait, il est trop fort. En fait, il est trop fort, Castle. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses à aimer. Le fait est qu'il avait que 20 ans cette année. Et que comme tous les jeunes joueurs porteurs de balles, il était ultra inefficace, ça on est d'accord. Le manque de spacing aussi faisait qu'on mettait parfois sur lui un pivot défensif, comme ça un peu il y avait un peu ce rôle de safety qui pouvait un peu exploiter son manque de shoot. Mais je me dis que il peut peut-être y avoir un monde où sa création, notamment de drive, s'améliore nettement parce que je pense qu'il y a un peu les outils de taille, de puissance, de dribble aussi. Le dribble est quand même assez avancé. Peut-être qu'on aura aussi un jour un bon spacing à San Antonio. Je ne sais pas si ce sera l'an prochain. Mais franchement, le combo de à la fois balle en main, il y a un potentiel hyper intéressant, je trouve, de par passing et scoring, mais à la fois aussi l'utilité de joueurs off-ball. Pas parfaite, parce qu'il y a pas le shoot, mais le côté connecteur, le côté défense aussi, tu vois, il peut exister un peu aussi par la défense. J'avoue que c'est facilement quelqu'un qui, je pense, peut aller gratter de la valeur dans plein de rôles différents, quoi. Un rôle un peu créateur qui a des ballons, un rôle un peu plus secondaire à côté de Wemby pour faire un peu le liant, ou le défenseur de premier rideau, etc., etc. Peut-être aussi, tu vois, il y a juste le truc de Dylan Harper qui, je pense, a plus de talent pur. Tu nous diras, toi qui as un peu drafté, et enfin scouté un peu les deux. Mais peut-être aussi que Dylan Harper est plus jeune et qu'il y a un côté rookie, et que peut-être aussi il aura lu une taxe ou un côté, il mettra du temps à s'imposer, etc. Et que si les Spurs, par exemple, veulent déjà être compétitifs en 2026, peut-être que Castle peut aussi gratter une minute parce que un peu plus d'expérience et de savoir-faire déjà face à un rookie qui va découvrir un peu le monde de la NBA, quoi. Oui, et comme tu l'as dit, pardon, peut-être que le potentiel en tout cas peut-être que le niveau de prospect, de création de Dylan Harper, il est meilleur. Mais en fait, Stephen Castle, c'est ça qui est aussi cool avec lui, c'est que tu vois ce côté un peu plus connecteur, sobre et glue guy entre guillemets, il l'a déjà eu sur la première partie de saison, quoi. Il l'a déjà eu sur la première partie de saison, et je pense qu'il peut à minimum avoir ça, ce que Dylan Harper ne peut pas avoir du tout, et je pense pas. Et puis il y a aussi ce côté où le but c'est aussi d'évaluer les joueurs à l'instant T, et je pense que Stephen Castle a montré, comme t'as dit, surtout ce côté décélération, création, passing, etc.,
qui est vraiment génial. Et je pense que le passeur est meilleur que Dylan Harper. Et lui est bien meilleur score, par contre. C'est ça, Ouais. en théorie, quoi. Et du coup, c'est un peu ce que on en avait parlé pendant une hebdo, mais il y avait un peu ce côté avec Castle où on savait pas trop parce que Yukon, c'est une équipe qui joue quasiment jamais du pick and roll et c'est une équipe où ça bouge partout, donc en fait, on l'avait pas vu, quoi. On l'avait pas vu prendre des pick and roll, etc. Mais toujours est-il que au sortir de cette année, il a ça, et du coup, je pense que là où je te rejoins complètement, c'est qu'à minima, tu vois, dans un rôle un peu plus sobre, il sera beaucoup plus utile qu'un Dylan Harper et que même en fait pas mal de joueurs. Donc en fait d'un certain point de vue, je pense que son rôle, je le vois pas s'effondrer, quoi, tu vois, genre par rapport à l'année dernière. Son plancher reste élevé, quoi. Au minimum, il fera la même chose qu'il a fait pendant le début de saison dernière, quoi. Je suis d'accord. Donc voici pour Stephen Castle le cas compliqué, je pense, mais très bien. Et donc c'est à toi pour le choix numéro 5, cinquième pick de cette draft des Bourgeons. Qui sélectionnes-tu? Je vais aller dans l'Indiana. Hein? Donc je vais prendre Jarras Walker. Walker. Ok. Est-ce que tu l'avais ou tu l'avais pas sur ton radar? Je l'avais sur ma liste, ouais, je l'avais. Et en fait, avec Jarras Walker, c'est encore la draft 2023. Il est drafté un peu plus haut. Il est drafté en 7, 8. Il est échangé contre Bilal Koulibaly. Les deux sont draftés l'un après l'autre. Ouais. Et en fait, il a un peu été mis en couveuse pendant ses 2 premières saisons. Surtout sa première saison à Indiana. Et ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'on lui a vraiment dit, je pense, développe ton tir à 3 points, quoi. Alors je pense que les chiffres, ça reste un petit échantillon et donc c'est pas c'est pas méga représentatif, ça reste que 240 tirs, mais il est à 40% sur ses 2 premières saisons. Je pense que son niveau de shoot est pas du tout là et que l'indicateur lancer franc, qui était déjà pas très bon en NCAA, de 67, 68, 69% en carrière, nous montre que c'est pas ça, mais il y a un peu ce côté où il était beaucoup utilisé off-ball. Et finalement c'était une équipe compétitive, donc la moindre erreur aussi défensive, il n'était pas forcément là. Enfin, il était tout de suite un peu pénalisé. Mais moi, ce que j'aime bien avec Jarras Walker, c'est finalement sa fin de saison. Je me souviens qu'on a déjà commencé à un peu le voir de plus en plus jouer, et c'est un profil que je trouve assez intéressant parce que déjà pour l'attrait défensif, il y a le côté où c'est un joueur qui est assez massif aussi, qui est assez grand avec de très longs bras, et je trouve qu'il a un peu le double côté où il peut être on ball assez sur un peu un rôle de plus classique de wing stopper, et en même temps il y a le côté aussi off ball où moi c'est aussi là où je l'aimais bien à la fac, mais il y a un peu ce côté parfois protection de cercle secondaire par moment qui peut être un peu cool depuis un poste un peu plus délié. Donc il y a un peu ce côté là. Défensivement, je pense que c'est avec ça que je pars déjà, quoi. 40% en carrière en NBA à 3 points. Bon, après, c'est sur 2 par match, hein, et un échantillon qui n'est pas si gros que ça, donc on peut encore à graver dans le marbre, même pas 300 tentatives, même pas 250 même en carrière, donc on est encore léger. Mais il y a un peu cette théorie géniale, en tout cas, dans l'idée de ce poste 4 défenseur, en plus polyvalent, et qui apporte un peu de spacing sur ce côté optimisation du terrain des deux côtés, on va dire. Et en plus, il y a le combo, le combo parfait en même temps les Pacers n'ont pas joué grand chose. Donc peut-être qu'il y aura plus de ballons. Oui. Peut-être que Siakam va avoir des blessures un peu diplomatiques par moment aussi, tu vois. Vu qu'il n'y aura pas Liberton. Siakam, il va faire 40 matchs dans la saison, à peine. Je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais dans les équipes de jeunes comme ça, parfois il y a plus de place, on donne plus la priorité pour tester ce genre de projet. Juste pour dire, je lis un peu les deux cas, je ne sais pas si tu l'avais aussi dans ta liste, mais par rapport à Tyler Hendricks, le joueur du Jazz, qui est aussi un poste 4 défensif, qui était je crois que c'était un peu un duel d'ailleurs de la draft 2023 tout à fait, à l'époque. Ouais. Donc là, tu draftes Walker, là où Tyler Hendricks, qui a été le choix numéro... juste après d'ailleurs, choix numéro 9, Walker c'est le choix numéro 8. Comment tu te situes un peu sur ce duel ? En fait, juste pour l'exercice du jour déjà, j'ai pas pris Hendricks parce qu'il avait eu une sale blessure. Il y a eu une sale blessure l'an dernier, il a raté toute la saison. Donc je sais pas trop, enfin je sais pas trop où il en est, quoi, en quelque sorte. Mais l'attaque est un peu moins intéressante, non ?
Ouais, pour moi, il y a beaucoup moins ce côté aussi. Ce que j'aime bien avec Jarras Walker, c'est qu'il y a aussi le côté un peu connecting, un peu de passing, qui est assez intéressant et que Tyler Hendricks, je trouve un peu moins. Et je trouve, voilà. Donc Tyler Hendricks a peut-être un côté peut-être un peu plus aussi. En tout cas, le shoot était beaucoup plus avancé à la draft. Mais on verra où il en est. Mais je pense que pour moi, la grosse différence entre les deux, c'est vraiment le côté Jarras Walker peut par moment peut-être un petit peu porter la balle ou en tout cas faire un ou deux dribbles, faire le connecteur, etc. Là où Taylor Hendricks, j'ai un peu plus de doute, quoi. Hendricks, le potentiel offensif n'avait un peu quand même, je suppose, pour être drafté top 10, c'est pas que du Jared Vanderbilt, mine de rien, non? Il était à Florida, je crois, et tout le monde c'était un peu, tout le monde pensait qu'il allait finir au Magic, qui avait genre le pic, je sais plus combien, 11, un truc comme ça. Mais il est un peu monté à la draft parce que c'était un peu le 3&D quoi de l'intérieur parce qu'il est beaucoup plus grand. Je crois il fait 6'10", je crois. Et comme dit, il y avait un shoot qui était un peu plus avancé, donc c'était un peu là-dessus qu'il y avait du rêve, quoi. J'avoue que je crois que je préfère un peu Hendricks, notamment défensivement, tu vois. Et que... Mais après, c'est pareil, l'échantillon de tir est pas si gros que ça. Il a fait une première année à 38% à 3 points en 2024. Après, petit échantillon aussi, on n'a pas vu du tout en année numéro 2. Donc c'est un peu un gros point d'interrogation. Mais si ça vient à se confirmer, je crois que sur ce mini-duel, j'aurais peut-être pris Tyler Hendricks, moi, de mon côté. Mais comme tu dis, il y a une blessure assez sale au niveau de la jambe. En tout début de saison, n'allez pas la voir d'ailleurs. Moi, je l'ai jamais vu, heureusement. Mais ouais, on espère qu'il va vite revenir. Ok, donc Jarras Walker de ton côté. Eh bien, je ne sais pas qui prendre. J'ai beaucoup de noms. Je vais prendre Zachary Rizaché. Est-ce que je te surprends ou pas du tout? Ok. Non. J'avoue que c'était un pic qui traînait par là. Tout le monde l'attend un peu, mais en même temps. Ou est-ce qu'on dit qu'il est trop connu, Rizaché? Non, déjà trop star. Bah pour moi non, il est connu en France en fait. Il est connu en France et parce que c'est un first pick. Mais si tu vas un peu dans les faits, enfin c'est quoi, c'est 24 minutes par match. C'est pas encore une star quoi. C'est pas encore une star. Parce que pour te dire, j'ai hésité un peu avec un autre qui est Jared McCain, tu vois. Mais McCain, ça me paraît assez simple l'histoire. C'est-à-dire que c'est le mec qui était déjà beaucoup de ballons aux Sixers et qui s'est blessé très tôt. Donc, mais avec Rizaché, je sais pas si d'ailleurs peut-être t'auras McCain plus tard. Je sais pas, on en parlera plus tard potentiellement. Non, Rizaché, moi il y a un côté où je me dis il y aura peut-être jamais de potentiel de star. Cela dit, j'espère un peu plutôt une confirmation du shoot. Je pense que ça peut être un vrai bon shooter. Rizaché, on a déjà parlé assez longuement sur le Basket Lab de cet aspect-là. Du shoot de Rizaché. Il sort d'une saison où en moyenne il a 35, mais avec des fluctuations un peu en saison. On l'attend quand même plutôt autour des 38-40 idéalement. Et en fait, je me dis, tu vois, on parle un peu de Stephen Castle par rapport à ce qu'il pourra jouer, est-ce qu'il aura des ballons alors que dans le contexte il n'y a pas autant de ballons. Je me dis qu'à Atlanta, il va peut-être falloir un peu forcer sur le spacing au bout d'un moment, quoi. Parce que la défense c'est très cool, mais il a peut-être sa carte à jouer dans cet aspect de finalement lui c'est peut-être le mec qui est le plus viable des deux côtés du terrain, qui a pas du tout la défense un peu transcendante d'un mec comme Dyson Daniels ou encore pire le Jalen Johnson ou des mecs comme ça bien sûr. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir une année numéro 2 où il est titulaire en mode 29-30 minutes par match, plutôt que là le rôle un peu sympathique de 23-24, quoi. Sans non plus trop changer complètement de style de jeu, mais juste un peu sur l'aspect de tiens, c'est un mec qui peut jouer off-ball, qui peut apporter du spacing, qui peut attaquer des close-out, éventuellement en plus aller finir au panier des deux mains avec des hook-shots et du toucher de balle autour du panier, qui en défense peut être potable. Donc voilà, c'est un peu le pic facile, j'ai envie de dire, mais en même temps c'est aussi un de ceux qui à mon avis ont le plus de chances d'éclore, j'ai l'impression. Ouais, justement, moi c'était un peu ça, ma question c'était qu'est-ce que tu penses de sa défense, parce que j'avoue que c'est un truc où j'ai pas un avis très tranché dessus, et je me dis finalement si ça reste un role player, ça va le rester je pense au moins cette saison, ça peut aussi faire pas mal bouger son impact, quoi. Oui, je trouve que c'est pas la folie. On-ball c'est correct, tu vois, bon, mais au final ça me suffit et je pense que ça peut être sympathique ça
comparé peut-être aux plus gros compromis que d'autres peuvent apporter, quoi, pour le coup. Tu vois, je pense à un mec comme Vít Krejci que j'aime beaucoup aussi, Vít Krejci, qui est un grand passeur, un meneur de 6-8, mais il n'y a pas non plus la même respectabilité au niveau du shoot, notamment si tu prends, voilà, j'ai déjà dit, mais Dyson Daniels, c'est pareil, il y a le compromis défensif, donc c'est pas génial, je trouve. C'est pas un 8 sur 10, c'est pas un 10 sur 10 en défense, mais j'ai l'impression que c'est juste assez correct pour que le profil soit un peu viable des deux côtés. Ouais. Et du coup, il y a un peu aussi explosion, confirmation du shoot de deuxième partie de saison, quoi. Et du coup, ça fait un joueur valuable. Bah ouais. Après, ce que je me dis, c'est que oui, c'était pas une star, mais il reste quand même un titulaire à 25 minutes déjà quasiment l'an passé aussi, quoi. En quelque sorte. C'est vrai. Et McCain, alors, tu l'avais plus tard ou? Bah, oui, j'ai pas encore décidé. Ok. Sinon, on en parle maintenant. On peut en parler maintenant, comme ça tu piques d'autres gens, mais je trouve que c'est pareil, c'est comme Rizaché, l'équation est assez simple, j'ai l'impression, quoi. C'est juste un créateur qui va avoir plein de ballons, enfin qui va avoir beaucoup de ballons, qui apporte du shoot, de la création de ball, donc voilà, c'est l'éclosion, c'est juste la poursuite de la suite de son année rookie, un peu comme Rizaché, quoi. Oui, sachant que lui, il y a vraiment eu ce côté où il a joué 23 matchs, quoi. Il a joué 23 matchs et blessure, et après, je pense qu'on n'a pas voulu le faire revenir, etc. Mais tu vois, rien que sur le niveau de shoot ou des choses comme ça, je pense que Jared McCain, c'est vraiment un shooter d'élite, et même sur le côté création, c'est pas trop mal. Donc ouais, c'était un pick. Je pense que je l'aurais pris enfin, j'aurais sans doute fini par le prendre. Mais tu vois, au début, c'est un des premiers où tu penses, il va éclore. Tu dis, ok, bon, il a joué 23 matchs, il est pas trop connu par le grand public. Mais en fait, il était déjà très fort, quoi, sur les 23 matchs qu'il a joué, quoi. Donc avec le 7e pick de cette draft des Bourgeons 2025, Baptiste, tu sélectionnes. Alors, qui est-ce que je vais prendre? J'avoue que là, c'est un peu comme toi avant, j'hésite pas mal. Et je crois que je vais finir avec tic-tac-toc. Ce sera, allez, parce que moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Ce sera Matas Bouzelis. Ah, je l'avais aussi, alors. Moi, j'aime vraiment beaucoup Matas Bouzelis. Qui est donc à Chicago, qui est un grand ailier de Chicago, qui était 11e choix de la draft de Chicago, et je crois qu'il vient de Chicago en plus, donc il avait été très ému au moment de sa draft, mais qui est aussi connu pour être le joueur qui a demandé un 1v1 contre Zachary Rizaché. Exactement. Avant la draft, donc on y retourne pour le duel après Zachary Rizaché, Matas Bouzelis, et il avait été drafté du coup en sortie de d'Ignite, l'ancienne équipe de G-League qui a fermé ses portes. Je crois qu'il fait partie de la dernière équipe de G-League Ignite. Et je sais pas, il y a plein de choses que j'aime bien avec lui, mais je pense que si je devais le résumer, c'est quand même que c'est un joueur qui est très très grand et qui peut être un porteur de balle, en fait, qui peut être un grand porteur de balle, qui a des plutôt bons instincts, je trouve, à la passe, et dont le niveau de shoot est aussi plutôt pas mal, quoi. Donc en fait, c'est un joueur qui est vraiment assez complet, même sur le côté défense du cercle. Bon, c'est surtout des flashs, mais je trouve que vu qu'il est très grand et monté très haut, il a un centre de gravité assez haut. Bah finalement, il a aussi ce côté où il couvre beaucoup de terrain en peu de temps, et c'est un joueur qui a vraiment une protection de cercle secondaire qui est, je trouve, pour l'instant, encore une fois, plutôt des flashs, ouais. mais qui est vraiment plutôt intéressante avec ce côté offensif où je sais pas trop quel est le potentiel. Je pense qu'à Chicago, il va avoir beaucoup de ballons. Il a fait une bonne fin de saison où il était titulaire, et j'ai l'impression que Chicago est un peu en mode bon, visiblement ils veulent pas tout reconstruire d'un coup, hein, mais petit à petit on rajeunit l'effectif, et je me dis que il avait 16% d'usage cette année. Mais en fait, il y a un peu ce côté aussi, comme il y avait avant avec un autre joueur, Kelly Ware, mais où la fin de saison était vraiment encourageante, il était titulaire, etc. Et donc je me dis que ça peut aller dans ce sens, augmentation de l'usage et des responsabilités, et donc dans une équipe un peu mauvaise, quoi. Oui, j'avoue que j'aime bien aussi le côté
En fait, déjà, il est très jeune. Il a 20 ans. Il va faire... Ouais. Non, 22. Il va 21 ans bientôt le 13 octobre. Donc peut-être que pile le jour de publication du podcast, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais... Donc 21 ans, mais il y a un côté défense, comme tu l'as bien décrit, qui est hyper intéressant. Plus, derrière, c'est là-dessus que je trouve le cocktail intriguant. Il y a ce passif de créateur. Qu'on a connu un peu quand il était jeune, high school, ou tu l'as bien dit, dans la Ignite. Donc là-dessus, tu te dis, c'est un choix un peu safe de parier sur lui. En mode, il est déjà un peu viable, un peu intéressant sur un côté pas sexy de la défense, protection de panier, la longueur. Et je te rejoins un peu sur les flashs hyper intéressants de ce point de vue-là. Pas un mec qui est hyper puissant en protection de panier ou quoi que ce soit, mais assez fluide et longiligne, j'ai l'impression, qui arrive à faire de bonnes actions. Plus, donc, là, on peut se dire, bon, il a eu des bonnes minutes côté Chicago, mais c'était 18-19 minutes par match chez des Bulls qui jouaient pas grand-chose. Il a surtout montré un peu de la défense, mais il avait 20 ans aussi. Donc peut-être que l'année numéro 2, il aura un peu plus de ballons, tu vois, si en plus on arrive, qu'on continue un peu à dégraisser côté Chicago. On a déjà réussi à refourguer DeRozan et Zach LaVine, mais peut-être ça va continuer en termes de peut-être Kobe White ou etc. Et donc il y a un peu ce monde où on va enfin pouvoir tester l'aspect de talent pur en fait, de Pouzélis qui a été drafté aussi pour ça, quoi. Pas que pour le côté intéressant en défense, long et grand, mais le talent pur de la création. Après, on est d'accord, il n'y a pas trop de passes, il n'y a pas trop de création collective, mais ce sera intéressant de voir je trouve que c'est pas, il n'y a pas rien non plus, tu vois, à la passe. Okay. Je trouve que bon, c'est pas la folie non plus, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté parfois porteur de balle, grand porteur de balle sur pick and roll qui est un minimum, quoi. C'est pas rien du tout, quoi. Et c'est ça qui fait que je l'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Ok. Alors c'est à moi du coup, c'est à moi pour le choix numéro 8. Le choix numéro 8, est-ce que je vais le regretter? Peut-être, mais il m'a intrigué juste assez. Je vais partir sur Treman. Est-ce que tu l'avais pas du tout? Ou pas du tout du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors Treman qui a 24 ans, bientôt 25 d'ailleurs, en février prochain. Peut-être un des plus vieux de cette liste, mais ça passe le cut des moins de 25 ans. En fait, ce qui m'intrigue, c'est que là encore, il y a ce côté, drafté au premier tour, 18e en 2021 déjà, mais tu vois, paradoxalement, on l'a presque jamais vu en NBA avec un nombre correct de ballons. Je m'explique, il a été drafté au début à OKC. Bon, il joue un peu, il a pas mal de ballons en 2022 parce que c'est la dernière année du tanking, donc 22 minutes par match, pas mal de ballons, ok. Mais il a 20 ans, c'est un porteur de balle du premier tour, drafté très jeune, one and done, je crois. Ensuite, en 2023, l'équipe commence à devenir compétente, il joue un peu moins. 2024, il se fait échanger en cours d'année contre Gordon Hayward. Il fait la fin de saison aux Hornets en 24 et en 25, il fait 13 matchs et puis il se blesse. Donc tu vois, je me dis, je suis allé le chercher. Tu vois, tu m'as reproché de prendre Castle et Rizaché. Maintenant, je vais chercher un peu plus hipster. Non, mais je pense qu'il y a un côté où le talent pur n'est pas parti. Et je dis ça sachant que le profil est largement imparfait. Pour moi, ça peut aussi ressembler, on peut se retrouver d'ici 1, 2, 3 ou 4 ans en se disant, bon ok, c'était juste un peu ce côté, tu vois, score un peu de micro-ondes, le score de l'arrière un peu de pull-up, qui a pas trop de création collective, qui a pas trop de drive surtout. Donc en fait, on a une version Wish de Jordan Crawford ou Mega Wish de Lou Williams, tu vois, je caricature exprès. Mais je pense pas qu'on ait un potentiel immense en termes de, ça va pas être un All-Star ou à l'NBA. En tout cas, ça paraît peu probable. Mais je pense que, tu vois, là il a 24 ans, donc je dis, ça va être un peu l'année de ses 24 ans, ou bientôt 25 en cours d'année, mais on l'a jamais encore trop vu, et j'avoue que les 2-3 flashs qu'on a pu avoir quand il avait un peu de ballon en fin 2024 ou tout début 2025, les 13 matchs en question, bon, les comparaisons avec Iverson, c'était sympathique, les baggy shorts et les dreadlocks, ok, mais non, mais le talent de shoot m'intrigue un peu. Je me demande à quel point quel est le vrai niveau de shoot, tu vois. Et si on a un mec qui est capable un peu de mettre ses pull-ups au moins et qui est aussi capable d'être un peu off-ball en termes de spacing, en fait, ça peut être très sympathique pour le coup. Et voilà, c'est un peu la carte pari du talent pur qui a jamais vraiment été exploité. Alors peut-être tu me diras, il y a aussi des raisons pour lesquelles il n'a pas été exploité. C'est un peu la vision négative. Mais je me dis, ça me paraît pas si fou que ça de pas jouer dans un OKC défensif presque déjà élite très vite, etc. Donc ouais, Treman pour mon choix un peu hipster.
Bah, j'avoue que moi, c'est pas le joueur que je maîtrise le plus, mais c'est vrai que l'argumentaire se tient, quoi. Enfin, c'est un joueur qui était un peu bouché aussi à OKC, le projet allait un peu trop vite pour lui, et après il y a eu des blessures, etc. Mais mais ce qui me fait un peu peur sur ce choix, c'est la multiplicité, pardon, ou le nombre, en tout cas, le nombre d'arrières, en tout cas de Oui. porteurs de balles qu'il y a à Charlotte cette année, quoi. Ça, j'avoue que ça me fait un peu flipper, quoi. Oui, parce qu'il y a quoi? Il y a Colin Sexton qui a été ramené, il y a Lamelo Ball évidemment, Con Knuppel, il y a Brandon Miller aussi qui va être par là, qui va prendre des ballons. Donc il y a aussi un monde où il y a peu de ballons, quoi. C'est un peu ça que tu dis, Ouais. quoi. C'est ça, ouais. Même après, bon, on verra, il y a Josh Green, peut-être des rôles un peu plus défensifs, mais peut-être que si t'es porteur de balles, c'est Sexton et Lamelo Ball, bah peut-être que t'as pas envie d'avoir Treyman à côté et que t'as plutôt envie d'avoir un Josh Green ou un joueur comme ça, quoi. Peut-être, ouais. Ou un Pat Connaughton, quoi. Ouais, voilà. Peut-être après, je me dis, si en année numéro 1, Treyman est déjà un peu plus avancé et gagne un peu, gratte un peu des minutes sur du Con Knuppel par exemple, ça me Ouais. choquerait pas non plus. Josh Green, je pense Mm. qu'on est un peu prêt à abandonner le projet offensif au moins. Le connecteur défenseur, ok, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il n'y a pas trop de ballons. Et surtout, l'aspect de shoot, hein, si tu veux un peu développer du pick and roll pour la Ball, je me dis, bon, bah, si Treyman est capable de mettre un peu des 3 points au moins en catch and shoot, pas que les pull-ups, mais au moins en catch and shoot, ça peut être sympathique. Mais bon, tu me diras que Sexton le fait aussi un peu mieux, quoi, pour le coup. Mais voilà, moi vraiment, c'est le côté talent pur, on va dire. Donc, le côté talent pur qui m'intrigue un peu. Et je me dis peut-être qu'il y aura des ballons, peut-être qu'il y a aussi d'autres mecs, hein, mais il y aura peut-être aussi un peu de ballons plus que s'il était resté à OKC, plus que s'il était dans une équipe compétente. Donc voilà, mon choix un peu hipster du jour, Treyman. Et donc c'est à toi le choix numéro 9 avec ce 9e pick. Qui sélectionnes-tu dans cette draft des Bourgeons 2025? Je vais aller. Pour pas prendre que des draftés trop récemment, je vais prendre Jake Laravia. Même si Ah, au je l'avais final, aussi, ouais. il est drafté il y a pas si longtemps, mais c'est un joueur que j'aime bien, enfin que je trouve intéressant pour cet exercice parce que je trouve qu'il colle pas mal. Parce que finalement c'est un joueur qui a pas joué des masses sur ses premières saisons et finalement bah la seule saison où il commençait un peu à jouer c'était celle-là à Memphis et il se fait trader à Sacramento, puis il se fait pas retrader ou juste les Lakers le signent avec la mid-level exception, un truc comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est un joueur qui a beaucoup bougé récemment, mais qui sort d'une équipe que je trouve méga intéressante, enfin d'une saison pardon que je trouve assez intéressante parce que c'est pas le joueur le plus impactant défensivement, c'est pas là où je le préfère parce que il est pas très grand, il a des petits bras, etc., etc. Mais je trouve qu'offensivement, entre le niveau de shoot qui semble plutôt pas mal et ce côté un peu c'est un très bon rebondeur et très bon porteur de balle aussi sur transition, donc un peu là-dessus, et le côté connecteur, en fait bah je me dis dans une équipe avec Luka Doncic, un profil comme ça sert toujours quoi en quelque sorte. Il y a un peu un côté où on a attendu pendant 2-3 ans l'explosion à Memphis et que ça tardait à venir et bon, ils s'en sont débarrassés parce que justement, il devenait bon et donc il aurait fallu le re-signer. On a préféré garder l'argent pour signer Jaren Jackson. Mais je te rejoins qu'il y a un aspect intéressant sur le profil de 3&D en fait, hein, très, très basique, hein, mais qui commençait un peu à percer en 2025 du côté de Memphis et de Sacramento. D'ailleurs, le passage à Sacramento est pas mal du tout. Et voilà, on est d'accord qu'il n'y a pas de potentiel de création immense, mais c'est juste un peu se faire une place en NBA sur un plutôt bon minutage dans une équipe compétente en fait. Ouais, c'est ça. Et je trouve que la place qui est pour lui aux Lakers, c'est assez évidente en quelque sorte. Mais si le côté shoot se confirme et bon connecteur, bah en fait, je pense que tu peux déjà avoir un bon minutage dans une équipe compétente assez facilement quoi. Et encore une fois, mais je trouve que enfin je comprends pas pourquoi les Kings l'ont pas gardé quoi. Enfin tu fais Ouais. le jackpot en l'ayant parce que Memphis veut libérer de l'argent, enfin veut avoir quelque chose et pas le perdre contre rien, pour au final toi le perdre contre rien quoi. Donc c'est vraiment un truc que je comprends pas du tout. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un peu incompréhensible, mais bon, tant mieux pour les Lakers, hein. Ça fait du bien un peu de réussite pour les Lakers sur le marché, hein. Ouais, ils en ont besoin, Ça ouais. fait du bien. Ils en ont besoin. Ils ont eu une période assez dure là pour le coup. Mais ok, du coup c'est à moi pour le choix numéro combien? Numéro 10, c'est ça?
choix numéro 10 de mon C'est côté. déjà le dernier? Bon, je pense qu'on peut prolonger hein, si on n'a pas non plus 4 heures d'émission, on peut encore prendre d'autres noms. J'avais pas mal de noms un peu au même niveau là, je t'avoue, il y a des noms que j'aime beaucoup, d'autres qui m'intriguent un peu plus mais un peu plus risqués. Je vais partir sur quelqu'un qui fut un temps faisait partie de ma All Hipster Team. Ah. Je vais prendre Max Christie. Est-ce que tu l'avais ou pas du tout? Ça m'étonnait que tu l'aies pas pris avant, en fait, pour être honnête, parce que je trouve que là, il a vraiment eu une carte à jouer, un contexte assez cool, quoi, pour lui. J'hésitais avec un autre arrière de Dallas, mais bref, restons sur Christie pour l'instant. Non voilà, moi c'est un mec que j'aime beaucoup depuis le tout début aux Lakers. Il y a 2-3 ans, je l'avais pris dans ma fameuse All Hipster Team parce que il est pas drafté haut justement. Il est drafté deuxième tour en 2022, mais il a que 22 ans. Il aura 23 en février lui aussi, tu vois. Donc on est sur un mec qui est extrêmement jeune, drafté en one and done après Michigan State, il me semble, de très très tôt là encore. Et en fait, je trouve que ça fait au moins 2 ans qu'on a un joueur en 3&D qui est assez intéressant. D'ailleurs, le début de saison aux Lakers l'avait un peu confirmé. L'an passé déjà, sous Darvin Ham, il jouait 14 minutes par match, mais avec des fois, ça pouvait être beaucoup plus, hein, des sorties à 18-20 et des sorties un peu garbage time. Là, cette année, il était vraiment installé dans la rotation de Redick, alors que, encore une fois, son année 21 ans, et 25 minutes par match sous JJ Redick, à côté de LeBron James, etc., parfois même titulaire, 25 titularisations aux Lakers, et en fait, c'est juste un 3&D. Alors, peut-être avec un peu plus, et c'est un peu ce qu'on a vu ensuite à Dallas, où il y avait parfois un peu plus de création. C'est ce qui m'intrigue un peu, je dois t'avouer, parce que bon, le profil 3&D très jeune, j'aime beaucoup. En plus, il a l'air petit, parce qu'il est très fin. Mais il est pas si petit que ça, Max Christie, en termes de mensuration physique. Il fait 6'6", je crois, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un arrière, et des bras assez longs. Donc voilà, déjà, il y a le côté défensif que moi j'aime beaucoup, je t'avoue. On-ball, mais aussi un peu off-ball, parfois sur des lignes de passe, ou même un peu de protection de panier occasionnelle. On va dire, même si c'est pas la folie, mais un peu 2-3 rotations pour un petit, en tout cas pour des standards de petit, ça me plaît. Et non, après il y a le talent en shoot aussi. Le talent au shoot, ou ne serait-ce que si on avait un catch and shoot, c'est ce que je dis à l'époque, hein, sur la All Hipster Team. Si déjà on avait un catch and shoot, ce serait cool. J'ai l'impression qu'on l'a. J'ai l'impression que le catch and shoot, on l'a. Et ce qui m'intrigue après, c'est à quel point est-ce qu'on peut gratter plus, parce que, je répète, il avait que 21 ans. Et qu'au final, tu vois, je pense qu'il y a un peu un potentiel pour plus. Alors, je te dis pas plus aller gratter du vraiment niveau All-Star de création, mais je vois par-ci par-là parfois un petit pull-up, tu vois, parfois un petit drive avec un flotteur, parfois un drive qui va jusqu'au panier. Niveau passing, c'est pas incroyable non plus, mais il y a des lectures basiques sur pick and roll, un peu de driving kick aussi, ou un certain altruisme également. Donc en fait, je suis à peu près sûr qu'on peut avoir un 3&D à 28 minutes par match, ou 30, dès l'an prochain. Et presque la carte à jouer, c'est est-ce qu'on pourrait pas gratter un peu plus, même en termes de création, quoi. Ouais, bah ça, ce serait vraiment le rêve, mais je suis d'accord que il y a un peu ce truc de, secrètement, en fait, c'est déjà je pense, un joueur d'un niveau 20, 25 minutes de jeu, quoi. Et peut-être que c'est passé sous les radars, mais c'était le cas aux Lakers sur sa première partie de saison. Et comme dit, bah au final, l'échantillon du shoot, qui était un peu ta grande question de l'époque, bah au final ça a l'air plutôt pas mal du tout, quoi. Ça a l'air plutôt pas mal du tout. Et en fait, à minimum, je pense, dans une équipe de Dallas qui sera très orientée défense, mais avec très peu de place, beaucoup de place sur les lignes arrières, bah en fait t'as un joueur qui je pense à minimum aura facile 28, 29, 30 minutes par match. Et je me dis, il a quel âge cette année? Il a 22 ans, c'est ça? Il a 22, ouais. 22, il va faire 23. Bah, en fait, comme tu as dit, il y a aussi des chances qu'au moins on le teste, quoi. Il y a aussi des chances qu'au moins on le teste, peut-être sur s'il y a des blessures, ou s'il y a sur une partie de saison. Et en fait, au pire, ça redeviendra un excellent role player d'une bonne équipe à 27, 28 minutes par match, quoi. Donc j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup ce joueur et ce pick. Mon autre pick, très hipster. Ça m'intéresse de Dallas. Ouais. Jaden Hardy. Est-ce que tu l'avais ou pas du tout? Pas du tout, j'avoue.
Pas du tout, pas du tout. Il m'intrigue. D'habitude, c'est un peu le type de joueur que j'aime pas trop, j'avoue. Le côté un peu score de micro-ondes, qui fait des jolis highlights, qui peut parfois faire, tu sais, une sortie à 20 points, 22 points, en général, les fans vont beaucoup aimer ce genre de pull-up. En vrai, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que il y a pas trop de consistance derrière par un moment, et qu'il y a pas trop de drive, il y a pas de trucs solides. Hardy m'intrigue. Hardy m'intrigue surtout que il y aura peut-être un manque de création à Dallas pendant un moment, avant que LeBron arrive en décembre. Mais tu vois, Kyrie est blessé. Je sais pas à quel point il n'y a pas une carte à jouer aussi, de ce point de vue-là. Il est des 15 minutes par match ou 16 minutes par match cette année. Et en fait, moi, je suis amoureux, je sais pas, mais je trouve que le toucher de balle est assez fantastique. Fantastique. Et très bon. Très bon. On parle pour des standards pas de stars, pour le coup, pas de méga stars. Mais je trouve que le toucher est vraiment, vraiment très bon, quoi, pour le coup. Et tu le vois sur des flotteurs, tu le vois sur des drives où il est un peu obligé de s'arrêter à quelques mètres du panier et faire des scoop shots, la main sous la balle, ou alors donc les flotteurs un peu de l'autre côté, je veux dire. Mais ça et le jump shot aussi. Le jump shot, on voit aussi se toucher sur jump shot, et je pense que on n'aura jamais un top driver, en tout cas pas le driver qui peut aller agressivement jusqu'au panier et obtenir un peu des lay-ups à volonté. Mais je me dis, le talent de shoot est à ce point intéressant, je trouve, que on peut le voir un peu off-ball, on peut aussi le voir un peu sur des pull-ups, plus ce côté flotteur. Tu vois, je me chauffe moi-même, hein. Mais il a quoi, il a 22 ans, 22, 23. Non, il vient de faire 23 à peine cet été. Il est encore assez jeune, le toucher est assez intéressant. C'est un long shot, hein, comme on dit, mais ouais, je vais pas mettre beaucoup d'argent, mais si je mettrais bien une petite pièce sur un Jaden Hardy qui potentiellement peut, non pas exploser, mais éclore sur 22-23 minutes par match, quoi, dans une bonne équipe Dallas. Ouais, mais je sais pas, j'avoue que moi, c'est un peu plus le côté passing qui me fait un peu peur, quoi, avec. Ouais. Mais je suis d'accord que le côté flotteur et jump shot est assez indéniable et remarquable, quoi. Donc va bien falloir que quelqu'un, pendant qu'il y a pas Kyrie Irving, pendant qu'il y a pas Kyrie Irving, va bien falloir qu'il y ait des gars qui jouent, quoi, sur les lignes arrière aussi. Et je pense qu'il y a besoin de spacing à Dallas. Dallas aura besoin de spacing. Et donc, ça fait sens d'avoir, je pense que au moins un des deux va avoir un gros minutage, quoi. Ou les deux dans un premier temps, je ne sais pas. Mais ouais, franchement, il m'intrigue le Hardy. Le passing est pas fou, la défense aussi peut être un problème. Et effectivement, il a jamais trop joué en playoff, mais tu vois, j'ai souvenir de la série contre OKC où il fait 2-3 sorties intéressantes, parce qu'il y a besoin d'un peu de porter la balle parfois, il y a un peu besoin de son shoot, et qu'il était là, il était assez utile, pardon. Donc ouais, bon, j'ai réussi à faire 2-1-1 avec Christie et Jaden Hardy. J'ai réussi à tricher sur mon propre format. Est-ce que tu veux qu'on continue un peu, ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête au top 10 du coup? Est-ce que tu as des pics un peu bonus? On continue de 3 pics? On peut dire des pics bonus. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais il y en a qui m'ont fait un peu peur, parce que, enfin, je les ai pas pris parce qu'ils sont déjà forts, mais j'aimerais bien les voir dans un autre contexte, c'est-à-dire pas OKC, mais c'est Aaron Wiggins et Cason Wallace. Ouais. Effectivement. Auquel je pensais, et au début je me disais troisième année, Cason Wallace, en vrai role player défensif déjà de très très haut niveau. Je pense qu'il y a un petit peu de création, mais en fait je pense que il va avoir le même rôle que l'an dernier. Et Aaron Wiggins c'est peut-être encore pire, parce que on a tous en tête, je pense, des matchs où il y a un peu moins certaines stars qui sont blessées au OKC, et il a un peu plus de création, et même en playoff d'ailleurs, il y a des matchs où le shoot, la création, et même la création de tir, tu vois, pour lui-même, qui est vraiment super intrigante, quoi, qui demande à en voir plus. Mais je sais pas, je crois qu'en plus Aaron Wiggins, il a été prolongé l'été dernier avec Isaiah Joe. Donc je pense que oui, un contrat ridicule de 10 millions par an. Donc c'est ça. Ouais. Non, mais Wiggins, moi j'adore. Vraiment, lui pour le coup, je peux dire, je suis un peu amoureux du joueur, parce que il y a un peu, il y a un côté drive, il y a un côté balle en main qui est assez impressionnant. Bon, c'est pas Doncic, hein, mais tu vois que c'est pas un joueur de micro-ondes, quoi. C'est pas un petit joueur de pull-up, justement. Il y a un peu de drive avec un style de jeu assez fluide, etc. Il peut aller au panier. Comme tu dis, il y a des matchs sans créateur, avec un tel ou un tel qui était absent, il a pris des ballons et ça faisait du bien. Et surtout, j'adore le combo aussi il y a aussi un shoot, en fait. Il y a aussi un shoot où il a 38-39, je crois, % en carrière. Ouais, c'est ça. 39% en carrière.
Et même depuis 3 ans, on est quasiment au 40% en carrière, en vérité. Alors, méga surchauffe l'an passé, mais je pense que c'est un vrai très bon shooter à 3 points. Et moi, je pense aussi le match contre Boston où t'as Joe Mazzulla qui essaie de mettre sur lui un Luke Cornett. Et en fait, il se fait battre de toutes les manières possibles, quoi. Genre, donc Cornett qui est un peu en safety, j'abandonne Wiggins pour aider au panier. Soit Wiggins, il met le 3 points et il te punit comme ça, soit sinon, on donne la balle, à Aaron Wiggins qui va attaquer en 1 contre 1 dans l'espace Cornett et il se fait punir aussi parce qu'il y a du ballon, quoi. Donc, j'aime beaucoup Wiggins, mais je l'aurais pas pris aujourd'hui parce que, j'aurais adoré le prendre. Déjà, il a plus de 25 ans, Baptiste. il va faire 27. Mais en fait, je rêve de le voir un peu dans une équipe nulle, quoi. S'il se fait échanger, mais je suis pas sûr que ça arrive. Par contre, je t'avoue que si j'avais eu un pic de plus, j'aurais sans doute pris Kayson Wallace. Ouais. Mais je sais pas à quel point tu m'aurais encore une fois jeté des cailloux en mode je triche. Mais ce qui me retient un peu, c'est l'opportunité. Et autant je peux imaginer, tu vois, un Stephen Castle aux Spurs. Ok, il y a Dylan Harper, mais ça reste encore un rookie, on sait pas trop, il y a de la place, etc. Autant ok ici, bon, il y a quand même plus d'éléments sûrs, on va dire. Donc je pense que dans l'idée, il pourrait éclore à beaucoup plus gros rôle, et surtout beaucoup plus gros rôle on-ball, mais je suis quand même beaucoup plus sûr également qu'il y aura moins la place. Mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Non, mais je suis d'accord. Moi, comme je te dis au début, il faisait vraiment partie de mes 5 ou 6 joueurs que je voulais prendre. Et petit à petit, il a baissé parce que comme dit, je pense qu'on va avoir le même joueur. Mais tu vois, je trouve qu'il y a même des fois où c'est un ancien guard de Kentucky aussi. Et il y a ce côté où t'as envie de le voir un peu plus jouer des ballons de création. Il y a des séquences, tu vois, où c'est pas inintéressant, quoi, avec lui. Dans OKC qui aime bien aussi jouer, tu vois, des pick and roll entre petits. Je trouve que là-dessus il peut être parfois intéressant, mais comme dit, je pense que malheureusement l'opportunité on l'aura pas cette année, quoi. Ouais, ou alors on le souhaite pas, hein, mais s'il y a blessure de Jalen Williams par exemple, d'un coup quelqu'un va être appelé à prendre plus de ballons, mais hormis catastrophe un peu comme ça ou élément extérieur, j'ai du mal à le voir prendre plus de ballons alors que je pense qu'il peut totalement. En fait, c'est ça surtout l'idée qu'on veut transmettre, c'est qu'on pense qu'il peut faire plus, il pourrait faire plus. J'avais aussi un peu ambigu, mais est-ce que tu m'aurais crié dessus si j'avais dit Zach Edey ou pas du tout? Je pense que Zach Edey, bon, déjà assez connu à Memphis, etc., mais 20 minutes par match, tu vois, on est encore sur un petit minutage. J'aurais facilement parié sur lui sur une éclosion parce que déjà il va être plus vieux, donc plus d'expérience, il va plus jouer en année 2 qu'en année numéro 1. Mais en plus, si en effet on développe le jeu de pick and roll souhaité par Ja Morant et que pourrait mettre en place Thomas Isao, le nouveau coach qui apparemment aime bien les pick and roll, tu vois, entre la hausse un peu logique et normale entre année numéro 1 et numéro 2, plus l'aspect aussi de rôle important de défense un peu meilleure, protection de panier un peu meilleure, le rebond offensif, plus les pick and roll, j'aurais pas de mal à le voir. On finit l'année, on fait les bilans 2026, on dit ah ouais, il est passé de 20 minutes par match à 28, tu vois, encore plus gros titulaire, qui met encore plus de points et ainsi de suite, quoi. Donc Zach Edey était un peu dans mes cas un peu ambigu, un peu entre les deux, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Pareil, on en parlait un peu en off, mais Tari Eason, tu vois, je pense que c'est un peu ce côté où il est aussi un peu déjà connu du grand public, quoi. Je suis d'accord. Mais quel joueur, quel impact. À Memphis, J.J. Jackson aussi, je m'étais dit. Mais est-ce que... parce que je me dis, il n'y a pas trop d'ailier à Memphis. Après, je sais pas trop non plus si lui va jouer, parce que je parle un peu du pick and roll, il faut un peu de spacing. Donc c'est aussi bien d'avoir des spacers à côté. Je ne sais pas, mais il est encore très jeune. Très très jeune, J.J. Jackson. Non, après... On l'avait pas pris l'an passé, il était dans les best of the rest, et donc là il finit encore dans les best of the rest. Moses Moody, mais je veux dire le cas est moins marrant, donc je l'ai pas drafté aussi pour ça, parce qu'à décrire ça, on aurait dit un peu comme d'habitude, c'est-à-dire il jouait pas trop sous Steve Kerr, il a enfin beaucoup joué en deuxième partie d'année parce que Butler est arrivé, c'était un non-shooter en plus, ou en tout cas un shooter moyen en plus, donc Moody a pu prendre des minutes parce que lui shootait, mais on est d'accord que Moses Moody, on peut s'attendre potentiellement à une plutôt plus grosse saison qu'avant, en fait, il fait quoi? Il fait 22 minutes par match en moyenne. Putain, c'est fou, je pense ça. que ouais. Je crois qu'il est à 27 après la trade deadline. Donc tu vois, on est déjà un peu lancé vers la suite, quoi. Ouais,
bah il y a un rôle qui est, enfin je trouve que là pour le coup qui est vraiment fait sur mesure quoi, avec Butler où c'est vraiment du CND un peu classique, mais de très très bon niveau quoi, de très très bon niveau. Donc ouais, je suis d'accord, mais on aurait même pu le prendre l'an dernier et ça me surprend presque qu'on l'ait pas pris l'an dernier. Oui, bah après ça va vite, hein. 10 noms, ça va très vite, très très vite. Est-ce que tu avais d'autres noms toi dans le best of the rest ou pas forcément? Bah, j'en avais un peut-être, mais c'était aussi Ron Holland de Oui, je l'avais Détroit, aussi, ouais. où J'aime beaucoup. j'aime vraiment beaucoup le côté drive en fait avec lui. Ouais. Et le côté défense qui m'a un peu surpris, mais vraiment je trouve le côté drive il est vraiment assez impressionnant là-dessus, assez puissant, capable aussi tu vois d'avoir vraiment ce côté je crée la séparation sur la fin de mon drive qui est assez cool quoi. Oui, et puis c'est un énorme talent pur, on va dire. Oui, c'était le numéro 1 au lycée, c'est ça, ouais. Avec Collier ou un truc comme ça, quoi. Il était numéro 2 derrière Isaiah Collier, justement. Ouais. Mais non, mais il y a un énorme talent pur. Et là où j'ai été surpris, c'est qu'on me l'avait un peu vendu comme un peu une tête brûlée, quoi. Un gros talent pur de créateur de lycée, mais qui va pas, il ne fait pas la fac, hein, il me semble. Il fait un truc. Ignite. Voilà, Ignite ou un truc comme ça. Et moi, le fait de. Bon, du coup, j'ai un peu cette image de. Ok, je vois à peu près le joueur que c'est. Il débarque. Il joue défensivement, bien. Il accepte un rôle plus sobre. Je me dis, c'est peut-être pas tant que ça une tête brûlée, quoi. Tu vois, le mec qui accepte de s'asseoir un peu sur le non, mais je suis la star, je suis censé avoir tous les ballons, etc. Qui en fait accepte de ces 15 minutes par match de role player défensif. J'ai beaucoup aimé. Plus donc, derrière le talent pur, ce qui fait que, ouais, on pourrait avoir un début d'éclosion l'an prochain et peut-être que l'an prochain, en septembre prochain, on le draftera pour 2027 pour éclore encore plus, peut-être, et potentiellement. Mais ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour, ou en tout cas, qu'est-ce que j'avais aussi sur ma liste? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Bon, on n'a pas parlé d'Alex Sarr, Koulibaly, Keyshawn George de Washington, tu vois, notamment. Mais bon, Alex Sarr a déjà un gros minutage, hein, il me semble, aussi. Mais bon, ça pourrait rentrer, hein, éventuellement dans cette catégorie. Non, je crois que c'est à peu près tout. Moi, j'aime bien Anthony Black, mais je suis pas sûr qu'il va éclore offensivement l'an prochain. Je suis pas sûr que ce soit le bon contexte, mais non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas s'il te restait des noms, mais moi j'ai à peu près tout dit, il me semble. Non, je crois que j'ai tout dit. Pareil. J'avais si à la limite, mais Vas-y. Donovan Clingan pour vraiment sur un scénario un peu tu vois, en fait j'y ai pensé quand on avait parlé de Walker Kessler la semaine dernière. Mais je me dis franchement s'il y a un peu une transformation physique et il devient beaucoup plus fit et beaucoup plus prêt, enfin ça reste un protecteur de panier assez dingue quoi, donc why not, mais au final non. Si j'en avais un dernier et je regrette de pas l'avoir pris, c'est Filipowski de Utah. Filipowski, après il y a aussi des limites, mais tu vois l'aspect de Filipowski donc à Utah qui est un intérieur entre guillemets mais qui est aussi porteur de balle, c'est hyper intéressant, ce côté grand porteur de balle, mais vraiment très grand, mais à voir si le shoot peut être mieux que 35%, plutôt 37, 38, 40, ça pourrait être cool, mais il m'intrigue pas mal, mais vu qu'il y a encore Mark Allen, tu vois, l'an prochain, vu que bon, je sais pas trop. Et donc je peux résumer la draft qu'on a fait aujourd'hui. Kel'el Ware numéro 1, Rich Shepard numéro 2, Cam Whitmore numéro 3, Stephen Castle numéro 4, Jarvis Walker numéro 5, Zachary Rizaché, et on a aussi parlé je crois de McCain numéro 6, Matas Bouzelis numéro 7, Treman numéro 8, numéro 9, je ne sais plus qui tu as pris en dernier, j'ai oublié de le noter. Jack Laravia, voilà, exactement, merci. Jack Laravia, et en numéro 10, Max Christie et Jaden Hardy, j'ai réussi à en caler 2, mais bon, surtout Max Christie. Donc voici pour cette draft, et puis pas mal de best of the rest, mais best of the rest, tant mieux pour eux, ils pourront être redraftés l'an prochain éventuellement, ils n'ont pas passé le cut. En tout cas, je te remercie beaucoup Baptiste d'être passé sur ce nouveau format, enfin sur une deuxième édition du format de la draft des bourgeons. Eh bien, merci à toi Guillaume, et puis j'espère que ça aura plu. En tout cas, j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à faire ce petit épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette édition qui à mon avis va être un peu moins forte, cette édition, cette cuvée de bourgeons que l'an prochain. En tout cas, la cuvée est de base un peu plus risquée, j'ai l'impression, avec peut-être des mecs comme Castle, des mecs comme Rich Shepard, ou voilà, ce genre de joueurs qui pourraient ne pas avoir autant de temps de jeu qu'on l'espère, alors que l'an passé, Dyson Daniels avait changé d'environnement et plus de temps de jeu en arrivant chez les Hawks. Deni Avdia, c'est pareil. R.J. Barrett ont projeté un nouveau rôle à Toronto
et ainsi de suite. C'est vrai que voilà, peut-être que cette année la QV est un peu plus risquée, mais on verra ça. Voilà, le but était aussi un peu de parler de jeunes joueurs, hein, vous le savez, de s'amuser en parlant de jeunes joueurs. On fera le bilan l'an prochain. Et donc, on va se retrouver. Alors déjà, on se retrouve ce soir en live Twitch lundi 13 octobre 21h30 pour une grande soirée Bouteille à la mer 2030. On va lancer une bouteille à la mer dans l'espace et on se donne rendez-vous dans 5 ans. On va drafter ce soir, lundi soir 13 octobre, qui seront, à notre avis, les meilleurs joueurs en 2030. Voilà, on va un peu se projeter. Donc si vous avez envie de passer, jouer avec nous, c'est avec plaisir. Et nous, côté podcast, on va se retrouver le programme, normalement dans 2 jours pour un podcast. Peut-être sur replay, du live, peut-être autre chose, je ne sais pas. Ensuite, on aura la All Hipster Team pour fêter un peu les 4 ans pile du Basket Lab. Hein. C'est un peu une tradition le 16 octobre de publier la All Hipster Team, qui est un peu mon format d'origine presque du Basket Lab. J'aime bien un peu fêter ça tous les ans avec ce format-là. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les previews NBA, rapide preview de l'Est, rapide preview de l'Ouest et notre fameux épisode des Over-Under. Voici à peu près le programme pour le début de saison qui arrive d'ici à peine une petite dizaine de jours aujourd'hui. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le Basket Lab et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.